À 22 ans, son oncle millionnaire a tenté de la détruire. Elle a trouvé un refuge interdit dans les bras d'un ex-détenu. Avez-vous déjà eu si peur que le bruit de la pluie devienne moins effrayant que le bruit de pas derrière vous? C'est exactement comme ça que nous trouvons Adèle Fournier ce soir, courant dans les rues froides de Seattle. Désespérée, elle entre dans le seul endroit où personne ne la chercherait jamais. Une salle d'arcade bruyante et délabrée. Et l'homme qui la dirige, Luc, n'est pas un sauveur. C'est un mur, froid, intimidant et couvert de cicatrices qui racontent des histoires qu'elle a trop peur de demander. Il ne lui offre pas de gentillesse, mais il lui offre un choix. Rester et affronter le monstre qu'elle ne connaît pas, ou partir et affronter celui qui la traque. C'est l'histoire de leur collision. Une histoire sur la façon dont, parfois, l'endroit le plus sûr au monde se trouve dans les bras de la personne la plus dangereuse que vous ayez jamais rencontrée. Alors, prenez une couverture, installez-vous confortablement, et commençons. Commentez d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Préparez-vous à une histoire qui demande « Que se passe-t-il » lorsque le seul refuge d'une héritière traquée est un ex-détenu balafré qui refuse de laisser quiconque entrer. C'est une histoire sur les cicatrices que nous voyons et celles que nous cachons, et sur la découverte que le foyer n'est pas un lieu, mais une personne. La pluie ne purifiait pas, elle était complice. Chaque goutte qui frappait le pavé crasseux de Seattle était une aiguille froide contre la peau d'Adèle, un battement percussif dans la symphonie frénétique de sa fuite. Elle collait le tissu fin de son sweat à capuche à ses bras, transformant le cachemire, un vestige risible de son ancienne vie, en un poids détrempé et lourd. Son souffle entrait et sortait de ses poumons, un son rauque et brûlant presque assez fort pour couvrir celui qui la terrifiait vraiment. Boum, boum, boum. Des pas lourds, sans hâte, inévitables. Ce n'était pas le grattement frénétique d'un simple voleur. Ils avaient ce rythme patient et prédateur d'un professionnel. Un des hommes de Grégoire, 15 jours. Cela semblait une éternité depuis qu'elle s'était échappée du domaine Fournier. Une cage dorée de verre et d'acier surplombant le Puget Sound. 15 jours de chambre de motel bon marché qui sentait l'eau de Javel et le désespoir. De téléphones prépayés, jetables, de regards par-dessus son épaule à chaque homme en costume bien coupé. Elle pensait avoir été intelligente, imprévisible. Elle avait été une idiote. Un animal acculé se leurrant avec l'illusion de la liberté. Elle risqua un coup d'œil à son reflet dans la vitre sombre d'une librairie fermée. Un fantôme la dévisagea. Visage pâle, yeux grands ouverts et hantés, cheveux en un désordre sombre et emmêlé. Derrière elle, une berline noire glissa silencieusement jusqu'au trottoir, ses phares découpant 2 cônes de lumière dans l'averse. La portière passager s'ouvrit. Elle n'avait pas besoin de voir le visage pour savoir. La panique, froide et aiguë, la transperça. Elle détala. Adèle vira dans une ruelle étroite, l'odeur de carton humide et de pourriture lui remplissant les narines. Une impasse. Son cœur martela contre ses côtes. Un oiseau frénétique cherchant à s'échapper, piégé. Les pas se firent plus forts, plus proches. Elle ferma les yeux, un sanglot étranglé coincé dans sa gorge. C'était la fin. C'est comme ça que ça se terminait. Mais alors un son trancha la pluie. Une mélodie discordante et chaotique d'explosions électroniques, de musique synthétisée et de cris étouffés. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup. De l'autre côté de la rue, tranchant à travers le gris oppressant, se trouvait une balise. Une émeute de couleurs défiantes. Une enseigne au néon clignotait, ses lettres bleues électriques et roses vifs, épelant la dernière pièce. En dessous, un crâne en 8 bits clignait de l'œil avec effronterie. De l'entrée se déversait une flaque de lumière colorée sur l'asphalte mouillé, une blessure criarde et accueillante dans le flanc de la nuit. C'était bruyant, c'était bondé, c'était chaotique, c'était l'opposé d'une cachette, c'était parfait. Avec le dernier de sa force alimentée par l'adrénaline, elle jaillit de la ruelle, ignorant le klaxon d'un taxi, et poussa la lourde porte en verre. L'impact fut physique. Un mur de chaleur, de sons et d'odeurs la frappa. L'air était épais, un étrange cocktail de bière éventée, d'ozone des machines et de la douceur écœurante de soda renversé. Des lumières stroboscopiques et clignotantes provenant de dizaines d'écrans peignaient les visages des clients, de teintes changeantes de rouge, de vert et de bleu. Des adolescents et des étudiants,
s'interpellaient par-dessus le vacarme, leur corps se contorsionnant au rythme d'un jeu de course ou d'une machine de danse. C'était une planète étrangère, une surcharge sensorielle conçue pour submerger, et pendant une seconde terrifiante, cela fonctionna. Adèle se recroquevilla contre la porte, tirant sa capuche plus bas, essayant de se fondre dans les ombres qu'elle venait de fuir. Elle était une note discordante de silence dans un orchestre de bruit, un fantôme au festin. Et c'est là qu'elle le sentit, un regard. Ce n'était pas le regard fugace et curieux d'un joueur. C'était différent. C'était lourd, constant et analytique. Il traversait le chaos comme un projecteur, l'épinglant sur place. Du fond de la pièce, perché sur un tabouret haut derrière un bar en bois balafré qui servait à la fois de comptoir et de trône, il était assis. Luc. Il était l'ancre au milieu de la tempête, un point d'immobilité absolue. Il ne cadrait pas avec les jeunes bruyants qui l'entouraient. Il était plus âgé, sa présence imposant un cercle silencieux de respect autour du bar. Un simple t-shirt noir tendu sur une poitrine et des épaules qui parlèrent de force fonctionnelle, pas de vanité sculptée en salle de sport. Ses cheveux sombres étaient coupés courts, sans chichi. Mais c'était son visage qui retenait l'attention. C'était un visage taillé dans le granit et la dure expérience, avec une mâchoire nette et des pommettes hautes. Il y avait une beauté brute et indéniable, mais c'était une beauté balafrée. Une fine ligne argentée coupait le bord de son sourcil droit, une marque de ponctuation permanente d'une histoire qu'elle ne pouvait pas lire. Ses yeux, d'un brun si foncé qu'ils absorbaient la lumière du néon plutôt que de la refléter, voyaient tout. Il l'avait vu dès l'instant où la porte s'était ouverte. Une chose trempée et tremblante qui n'appartenait pas à son monde. Ses clients étaient bruyants, confiants, là pour oublier. Elle avait l'air d'essayer d'oublier comment respirer. Chaque instinct, aiguisé par des années à apprendre à lire une pièce, hurlait qu'elle était une source d'ennui. Le genre d'ennui qui vous suive, chez vous. Et Luc Martel en avait fini avec ce genre d'ennui. Il essaya de l'ignorer. Il tourna son attention vers le nettoyage du bar avec un mouvement lent et délibéré, espérant qu'elle ne serait qu'une anomalie passagère, un fantôme qui réaliserait son erreur et retournerait dans la pluie. Mais elle ne partit pas. Elle resta là, blottie près de la porte, une statue de peur alors que les minutes s'égrenaient au rythme des tirs virtuels. Finalement, un léger soupir s'échappa de ses lèvres, un son de profonde irritation envers lui-même, envers elle, envers le monde. Il glissa de son tabouret. Son mouvement était économique, fluide. Le groupe de jeunes le plus proche se tut instinctivement à son passage. Il traversa la pièce, ses bottes en cuir usé ne faisant aucun bruit sur le sol collant, et s'arrêta devant elle. De près, l'air autour de lui semblait plus dense, chargé. « Vous êtes perdu ?» La voix était basse, un grondement graveleux teinté d'un manque évident de patience. Ce n'était pas une question née de l'inquiétude, c'était une accusation. Adèle tressaillit, incapable de rencontrer son regard. Le tissu humide de son sweat à capuche dégoulinait sur le sol, formant une petite flaque sombre à ses pieds. Je voulais juste... Les mots ne voulaient pas se former. Sa gorge s'était nouée, serrée par la peur. « Ce n'est pas un refuge », déclara-t-il, sa voix plus nette maintenant, coupant à travers sa paralysie. « Vous jouez ou vous partez. Simple. Il va me mettre dehors, retourner vers eux. » La pensée fut une nouvelle vague d'eau glacée dans ses veines. Elle devait faire quelque chose, n'importe quoi. Elle força sa tête à se relever, et pendant la plus brève des fractions de seconde, son expression dure vacilla. Sous l'ombre de la capuche, son visage n'était que des angles vifs et délicats et une peau pâle, dominée par d'énormes yeux terrifiés. Il était habitué aux défis, à la bravade ivre, à l'angoisse adolescente. Il n'était pas habitué à ça. Cette terreur brute et non diluée. C'était le regard d'un animal traqué, et cela toucha une corde sensible au plus profond de lui qu'il croyait rouillé depuis des années. « S'il vous plaît », murmura-t-elle, le mot « un fil » de son fragile. « Il y a un homme. Il me suivait. Laissez-moi juste rester, juste un petit moment. Je ne causerai aucun problème. »« Je suis déjà un problème », cria une voix dans sa tête. « Tu lui mens. » La mâchoire de Luc se crispa, le muscle se contractant. Il détestait ça. Il détestait la position dans laquelle elle le mettait. Il était sur le point de prononcer le refus final et brutal lorsque la porte vitrée s'ouvrit de nouveau.
Un homme costaud, en costume bon marché, assombri par la pluie, entra. Son visage était un masque fade de menace professionnelle, ses yeux balayant la pièce d'un regard froid et circulaire. Le souffle d'Adèle se coupa. C'était lui, l'homme de la voiture. Une panique pure et animale la saisit, et sans réfléchir, son corps réagit. Elle fit un demi-pas en arrière et sur le côté, utilisant instinctivement la carrure plus imposante de Luc comme bouclier. Les yeux de l'homme rencontrèrent ceux de Luc par-dessus son épaule. Pendant une seconde tendue, l'univers de la salle d'arcade se rétrécit à l'espace chargé entre les deux hommes. Le sbire fit un demi-pas en avant, son intention claire. Mais quelque chose dans la posture de Luc, dans le calme mort et inébranlable de son regard, le fit s'arrêter. Luc ne bougea pas d'un muscle. Il ne parla pas. Il soutint simplement le regard de l'homme, une promesse silencieuse de violence rapide et simple flottant dans l'air. L'homme en costume était un prédateur, mais il venait de tomber sur le territoire d'un prédateur alpha. Il secoua légèrement la tête, de manière presque imperceptible, et se retira, la porte se refermant derrière lui. Le soulagement qui inonda le corps d'Adèle fut si absolu, si écrasant, que ses genoux fléchirent. Le monde bascula, les néons se transformant en traînées de couleurs. Si Luc n'avait pas tendu la main et ne l'avait pas fermement agrippée par le bras, elle se serait effondrée sur le sol. Sa prise était comme du fer, mais sa peau était chaude, une chaleur choquante et ancrante qui traversa son corps froid. « M'utiliser comme bouclier et puis s'évanouir sur mon sol, hein ?» marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Le son contenait une note d'amusement amer et lasse. Il la maintint stable un instant de plus que nécessaire avant de la lâcher, faisant un pas en arrière délibéré. Il la dévisagea, le conflit se lisant ouvertement sur son visage. Chaque pensée rationnelle lui hurlait de la mettre dehors. Elle était un aimant pour le genre de danger qu'il avait passé la dernière décennie à effacer méticuleusement de sa vie. Mais une autre partie de lui, une partie plus ancienne et plus primale qu'il détestait, vit la créature tremblante devant lui et ressentit une envie importune et indéniable de la protéger. Avec un soupir qui ressemblait à une reddition, il se détourna d'elle. « Le bar ferme dans 1 heure, dit-il, le dos tourné, sa voix plate et dénuée d'émotion. La grille descend, les portes sont verrouillées. Si vous êtes encore là, à ce moment-là, c'est votre problème. » Ce n'était pas une invitation, mais ce n'était pas une expulsion. Pour Adèle Fournier, qui n'avait nulle part où aller dans le monde, c'était la chose la plus proche de la gentillesse qu'elle ait entendue en 15 jours. Elle le regarda retourner à son trône derrière le bar, son large dos un mur solide entre elle et la tempête extérieure. La pluie fouettait toujours les fenêtres et le monstre qu'elle connaissait était toujours là, attendant. Mais pour la première fois, elle avait trouvé un coin où se cacher. Un coin sombre, bruyant et dangereux. Elle avait échappé au monstre qu'elle connaissait pour tomber droit dans les bras d'un qu'elle ne connaissait pas. Et alors que les minutes s'égrenaient dans une cacophonie de machines mourantes, elle ne pouvait décider lequel était le pire. L'heure passa comme dans un rêve fiévreux. Adèle trouva le coin le plus sombre de la salle d'arcade, un petit espace entre une machine de danse silencieuse et massive et un jeu de course dont l'écran clignotait d'une statique bleue et morte. Là, elle s'affaissa sur le linoléum froid, ramenant ses genoux contre sa poitrine, essayant de faire de son corps une cible plus petite pour le monde. Le bruit était une barrière physique. Chaque explosion percussive d'un jeu de tir, chaque mélodie répétitive en 8 bits, chaque cri de frustration d'un joueur était une brique de plus dans le mur qu'elle construisait autour d'elle, l'isolant de la ruelle détrempée et des hommes qui y chassaient. À travers les interstices de sa forteresse de fortune, elle l'observait. Luc. Il ne regarda plus jamais dans sa direction, mais elle sentait sa conscience d'elle, comme un faible bourdonnement d'électricité dans l'air. Il se déplaçait avec une grâce efficace qui était presque hypnotique. La façon dont il ouvrait un rouleau de pièces, le cliquetis sec et métallique résonnant même au milieu du vacarme, la façon dont il se penchait pour écouter un des jeunes, la tête légèrement inclinée, le regard vif et concentré. L'ombre d'un sourire, une traction rapide vers le haut au coin de sa bouche, apparut une fois en réponse à une blague, et son bref éclair transforma son visage, laissant entrevoir un homme différent sous l'armure d'indifférence. « Qui es-tu » La question pulsait dans son esprit,
un contrepoint silencieux au chaos environnant. Puis, lentement, le chaos commença à s'éteindre. Un par un, les adolescents sortirent, jetant des regards curieux et spéculatifs dans sa direction avant d'être avalés par la nuit. Les machines furent réduites au silence d'un tour de clé, leurs hymnes électroniques s'arrêtant dans un grognement, leurs écrans s'éteignant dans l'obscurité. Le silence qui s'installa était plus intimidant que le bruit ne l'avait été. Maintenant, chaque petit son était amplifié. Le faible bourdonnement de l'enseigne au néon à l'extérieur, le goutte-à-goutte d'un tuyau qui fuyait au plafond, le battement frénétique et irrégulier de son propre cœur. Luc se dirigea vers l'entrée principale. Le clic net et définitif du verrou résonna dans l'espace caverneux. Il se baissa ensuite et tira une lourde grille métallique ondulée devant l'entrée. Le clang final et assourdissant lorsqu'elle heurta le sol n'était pas seulement un son. C'était une sentence. Elle était enfermée, piégée avec le prédateur silencieux qui était maintenant son gardien réticent. Il se retourna et ses pas résonnèrent sur le sol maintenant vide alors qu'il marchait lentement, délibérément vers elle. L'unique lumière de sécurité au-dessus de sa tête projetait de longues ombres déformées, le faisant paraître encore plus grand, ses épaules incroyablement larges. Adèle retint son souffle, ses muscles se contractant, prêts à bondir. Il s'arrêta à quelques mètres, les bras croisés sur sa poitrine. Un mur d'hommes solide et inamovible. Vous n'avez nulle part où aller, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. C'était une déclaration de fait plate, dépouillée de pitié. Elle ne put qu'esquisser un petit hochement de tête saccadé, la capuche humide raclant contre ses oreilles. Parler semblait impossible, une trahison de l'immobilité fragile. Il laissa échapper un long et lent soupir, un son de profonde irritation mêlé à quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. De la résignation, peut-être. Je ne tiens pas un hôtel. Son regard balaya la salle d'arcade assombrie, les rangées de machines silencieuses, ressemblant à des bêtes de métal endormies. Et cet endroit n'est pas confortable. Il se dirigea vers une armoire métallique à l'arrière, les charnières gémissant de protestation alors qu'il l'ouvrait. Il en sortit une fine couverture grise et un oreiller qui avait connu des jours meilleurs. Il ne les lui tendit pas. Il les jeta sur la banquette en vinyle craquelée d'un jeu de combat abandonné près du bar. « Dormez là, c'est mieux que le sol. » Il n'attendit pas de remerciement. Il ne la regarda plus. Il se tourna simplement et monta un escalier en colimaçon métallique qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, menant à un appartement au-dessus. Ses pas s'estompèrent et il disparut, la laissant seule dans le vaste hall des monstres endormis. Hésitante, elle se leva, les jambes raides et froides. Elle s'approcha de la banquette comme si c'était un animal sauvage. Le vinyle était craquelé et froid au toucher, mais la couverture, bien que mince, sentait le propre. Elle sentait le savon à lessive industrielle et autre chose, quelque chose qui lui était propre, une faible odeur métallique d'ozone des machines et l'odeur propre et froide de la pluie nocturne s'accrochant à ses vêtements. C'était étrangement, inexplicablement réconfortant. Elle s'allongea en roulant sa petite silhouette en une boule serrée sous la couverture, l'oreiller grumeleux sous sa tête. Pour la première fois en 15 jours, elle ne dormait pas d'un œil, à l'écoute du son d'une porte d'hôtel forcée. Le craquement occasionnel des planchers de l'appartement du dessus, le son de ses mouvements dans son espace, devinrent une berceuse étrange et troublante. Elle ne savait rien de cet homme, sauf qu'il l'avait protégée. Et pour cette nuit, c'était suffisant. Le sommeil, quand il vint, ne fut pas un refuge. Ce fut une mer turbulente de cauchemars fragmentés. Le visage de Grégoire, son sourire mince et cruel, planant au-dessus d'elle. Les couloirs sans fin de sa maison se tordant en un labyrinthe. Les pas lourds et sans hâte, toujours juste derrière elle. Un son bas et blessé s'échappa de ses lèvres alors qu'elle se tournait sur la banquette étroite, la couverture s'emmêlant autour de ses jambes. Un léger clic la réveilla. Le son d'un verre posé sur une surface voisine. Les yeux d'Adèle s'ouvrirent en grand, son cœur s'emballant dans sa gorge. Il était là, Luc. Debout à côté de la banquette, une silhouette sombre contre la lueur surnaturelle de l'enseigne au néon filtrant à travers la grille. La lumière changeante bleue et rose adoucissait les lignes dures de son visage, le sculptant dans l'obscurité. Sous cette lumière, il n'avait pas l'air d'un prédateur. Il avait l'air concerné. « Vous faisiez un cauchemar, dit-il.
Sa voix était différente maintenant. Plus calme, les bords rugueux poncés par l'heure tardive et l'obscurité. Il désigna du menton une petite table à côté d'elle. De l'eau. Elle se redressa, la couverture s'accumulant autour de sa taille. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait le verre, la condensation fraîche, un choc contre sa peau. Elle but avidement, l'eau apaisant le chemin sec et rauque dans sa gorge. « Merci », murmura-t-elle, sa voix se brisant. Il ne répondit pas, la regardant simplement, son regard intense, analytique. Elle pouvait le sentir assembler les pièces, les engrenages tournant derrière ses yeux sombres. « De qui fuyez-vous » La question atterrit comme un coup physique. La confiance était une monnaie qu'elle ne possédait plus. Chaque instinct lui hurlait de mentir, de détourner la conversation, de se protéger. « Je ne peux pas le dire. »« D'accord, » dit-il, et juste comme ça, la froideur revint, le bouclier se refermant. Sa voix était sèche, distante. « Des ennuis. Je le savais. » Il se tourna, son langage corporel un renvoi clair, prêt à se retirer dans son sanctuaire à l'étage. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Les mots jaillirent d'elle, désespérés, brutes. Il ne pouvait pas la voir comme une criminelle, une toxicomane, quelle que soit l'histoire sordide qu'il inventait dans sa tête. « Je n'ai rien fait de mal. » Il s'arrêta au bas des escaliers, mais ne se retourna pas. Tout le monde dit ça. Son large dos était un mur impassible. « C'est ma famille, » murmura-t-elle, l'aveu la déchirant, une chose douloureuse et déchiquetée. L'air semblait raréfié, ses poumons brûlants. « Mon oncle, il veut quelque chose qui m'appartient. » Luc resta silencieux, un long et lourd moment. Elle pouvait presque sentir la guerre interne qui faisait rage en lui. L'instinct primal de ne pas s'impliquer, de couper ses pertes et de fuir. Mais alors il se retourna lentement, et dans la faible lumière colorée, elle le vit dans ses yeux. Pas de la pitié, pas de la curiosité. Quelque chose de bien plus troublant. La reconnaissance. Une familiarité profonde et lasse avec le type spécifique d'obscurité qu'elle décrivait. « La famille », dit-il, sa voix plate et dénuée d'émotion mais lourde du poids d'une vérité apprise à la dure. Peut-être le pire genre d'ennemi. La phrase était une clé, un petit morceau rouillé de son passé offert au milieu de la nuit. Ce n'était pas une question, ce n'était pas une offre d'aide, c'était une reconnaissance partagée et amère. Une promesse qu'il y avait plus de cicatrices sur lui que celles qui traversaient son sourcil. Il ne posa plus de questions. « Essayez de dormir », dit-il, sa voix de nouveau un faible grondement, avant de se retourner et de monter les escaliers dans l'obscurité. Adèle se recoucha, mais le sommeil était un rivage lointain. Elle fixa le plafond sombre, regardant les faibles couleurs du néon danser et tourbillonner. La famille peut être le pire genre d'ennemi. Au cœur de ce refuge improbable, entouré des fantômes de jeux oubliés, elle réalisa qu'elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait. Le roi silencieux de cette salle d'arcade, l'homme se cachant derrière un mur de froide indifférence, avait ses propres démons. Et pour une raison quelconque, le savoir la fit se sentir, pour la première fois depuis très longtemps, un peu plus en sécurité. Le matin arriva non pas avec le soleil, mais comme une dilution progressive de l'obscurité. Une lumière aqueuse et grise s'infiltra à travers les interstices de la grille métallique, peignant la salle d'arcade silencieuse, de nuances de charbon et de cendres. Adèle se réveilla avec un corps endolori par le souvenir de la banquette en vinyle impitoyable, mais avec une sensation nouvelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Le soulagement simple et profond d'avoir survécu à une nuit. La salle d'arcade était un mausolée de jeux endormis, un sanctuaire étrange et silencieux. Elle s'assit, la fine couverture un bouclier fragile contre le froid du matin. Avec un soin méticuleux, presque révérencieux, elle la plia et la reposa sur la banquette, laissant l'oreiller parfaitement centré. Une invitée invisible, essayant d'effacer toute trace de son intrusion. Quand Luc descendit l'escalier en colimaçon, il la trouva debout près de l'entrée, sa capuche de nouveau relevée, un spectre prêt à se dissoudre dans la ville hostile. Il s'arrêta sur la dernière marche, le métal gémissant doucement sous son poids. Il croisa les bras, une barrière solide et décontractée entre elle et la porte. « Et maintenant ?» demanda-t-il, sa voix épaisse de sommeil, un son rauque et graveleux. « Je pars », dit-elle, sa propre voix à peine un murmure,
comme si un volume normal pouvait briser la trêve fragile du matin. Merci pour la nuit dernière. Elle garda les yeux fixés sur une éraflure sur le sol, incapable de rencontrer son regard. La gratitude semblait inadéquate, un mot fragile pour le bouclier que sa présence avait fourni. Un son, mi-reniflement, mi-rire, lui échappa. C'était un son d'incrédulité pure. Et allez où? Retournez dans la rue pour que le gars de votre oncle vous trouve avant son café du matin? Ne soyez pas stupide. Les mots étaient directs, dépouillés de toute gentillesse, mais la logique derrière eux était un mur froid et dur qu'elle ne pouvait contester. Elle n'avait pas de plan. Elle n'avait pas de destination. Elle n'avait que la fuite. Il vit le léger tremblement dans ses épaules, la façon dont elle se serrait plus fort. Il vit un animal acculé se préparant à retourner dans les bois, droit sur le chemin du chasseur. Une vague de quelque chose de chaud et d'inhabituel, de l'agacement envers lui-même pour l'avoir même remarqué, le submergea. Il n'était pas un héros. Il ne dirigeait pas une œuvre de charité. Mais l'image de son visage terrifié sous la lumière du néon, la nuit précédente, était gravée dans son cerveau. Il se frotta le visage, puis passa la main dans ses cheveux sombres, un geste de pure frustration. C'était une fissure dans la façade indifférente. « Écoutez, dit-il. » Son ton s'adoucissant d'une fraction, les bords tranchants momentanément émoussés. Il désigna de la tête l'arrière de la salle d'arcade. La maison d'à côté. Elle est vide depuis des années, fait partie de la propriété. La porte arrière est déverrouillée. C'est une ruine, mais elle a un toit. Restez-y, au moins jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Il s'écarta alors, lui dégageant le passage vers la sortie arrière. Juste, ne me causez pas de problème. Adèle resta figée un instant, l'offre inattendue, la laissant sans voix. C'était plus qu'elle n'aurait osé l'espérer. Un endroit où se cacher, un espace pour respirer. Elle fit un signe de tête rapide et saccadé, toujours incapable de former des mots, et se faufila devant lui par la porte arrière qu'il indiquait. Elle ne se retourna pas, à moitié effrayée qu'il puisse voir la lueur d'espoir dans ses yeux et annuler l'offre. La maison était exactement comme il l'avait décrite, une ruine. Mais alors que la porte gémissait en se refermant derrière elle, l'enfermant, une vague de profond soulagement la submergea. L'air était épais de l'odeur douce et écœurante de l'humidité et de la décomposition. Mais pour Adèle, il sentait la sécurité. La poussière recouvrait chaque surface comme une fine neige grise. D'épaisses toiles d'araignée s'étendèrent dans les coins comme de la dentelle macabre, et les planchers soupiraient sous son poids. Mais elle avait 4 murs. Elle avait une porte qu'elle pouvait verrouiller. Elle avait des fenêtres sales qu'elle pouvait couvrir avec des morceaux de carton trouvés dans une boîte en décomposition. Pour une fille qui avait passé les 2 dernières semaines dans des chambres de motel stériles et anonymes, cette maison oubliée et délabrée était un palais. C'était une forteresse. Elle passa la journée à transformer un petit coin du salon en un espace habitable. Utilisant des feuilles de vieux journaux, elle tapissa une section du sol. Une caisse en bois éclaté devint sa table. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, elle s'accorda le luxe de déballer son sac à dos en cuir usé. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle sortait son bien le plus précieux, son carnet de croquis. Le papier était frais et lisse sous son contact. De ses doigts tachés de poussière, elle choisit un crayon graphite et commença à dessiner. Elle ne dessina pas les créatures fantastiques ou les paysages fantaisistes que son éditrice Lucie exigeait. Elle dessina son visage, Luc. Elle essaya de capturer la ligne dure de sa mâchoire, l'intensité lasse de ses yeux sombres et illisibles, la cicatrice argentée presque invisible qui coupait son sourcil. Elle dessina la froideur de son expression, le bouclier qu'il brandissait au monde. Mais en dessous, dans le faible hachurage d'ombre et de lumière, elle essaya d'esquisser la gentillesse réticente qu'elle avait entrevue. L'homme qui lui avait donné une couverture. L'homme qui lui avait offert un toit. Alors que la lumière aqueuse de l'après-midi commençait à s'estomper, son téléphone prépayé vibra contre la caisse en bois. C'était Lucie. « Adèle, Dieu merci, je m'inquiétais. » La voix de Lucie était un flot frénétique. « Écoute, quelque chose de bizarre s'est passé. Un homme a appelé la maison d'édition aujourd'hui. Il a dit qu'il était d'une société de sécurité privée, demandant si nous avions une adresse de réexpédition pour toi, quelque chose à propos d'un héritage non réclamé.
La glace coula le long de la colonne vertébrale d'Adèle. « Qu'as-tu dit, Lucie ?» « Je lui ai dit d'aller se faire voir, évidemment. Mais Adèle, il avait une voix douce. Une voix froide. Ça m'a fait peur. Grégoire sait que tu es une artiste. Il secoue tous les cocotiers. Je sais. Fais attention, Lucie. » Elle mit fin à l'appel, la main tremblante. Il était plus proche qu'elle ne le pensait. Les murs de sa nouvelle forteresse semblaient soudainement minces comme du papier. Comme par hasard, le ciel, qui s'était calmé en une fine bruine, s'ouvrit. La pluie revint avec vengeance, martelant le vieux toit, le vent hurlant dans les combles. La maison commença à protester. Le plafond, déjà taché de vieilles marques d'eau, commença à goûter. D'abord à un endroit, puis à un autre. Une douzaine de petites tortures rythmiques. Adèle se blottit dans son petit coin propre, écoutant la maison gémir et craquer autour d'elle comme un vieux navire pris dans une violente tempête. La peur qu'elle avait réussi à tenir à distance commença à s'infiltrer de nouveau, froide et humide. Puis le son arriva. Ce n'était pas une fissure. C'était un long grognement profond et écœurant provenant directement du dessus. Le son de vieux bois fatigué cédant à un poids qu'il ne pouvait plus supporter. Adèle leva les yeux, son cœur se serrant dans sa poitrine. Le plafond en plâtre au-dessus d'elle se courbait vers le bas, dans une courbe écœurante. Une fine pluie de poussière et de débris tombant sur elle. Elle n'eut pas le temps de crier. Avec un rugissement assourdissant et fracassant, toute une section du toit céda. Des poutres en bois pourri, des tuiles lourdes et un déluge d'eau de pluie froide s'écrasèrent à l'endroit exact où elle était assise quelques secondes auparavant. L'instinct primaire, et non la pensée consciente, la fit se jeter sur le côté, roulant sur le sol poussiéreux. Son épaule heurta le mur, une explosion de douleur vive et blanche, mais elle se perdit dans la cacophonie de l'effondrement et la terreur pure et abrutissante. Luc entendit le son à travers le mur. C'était un coup de tonnerre qui n'était pas dans le ciel. Une explosion qui fit trembler les bouteilles derrière son bar et vibra à travers la semelle de ses bottes. Pendant une seule seconde figée, son cerveau essaya de traiter l'information. Un accident de voiture? Une explosion dans la ruelle? Et puis la pensée le frappa, froide et tranchante comme un éclat de verre. La maison. Elle. Il ne réfléchit pas. Il réagit. Il sauta par-dessus le bar, son corps se déplaçant avec une vitesse et une détermination qui surprirent les quelques clients restants. Il se précipita par la porte arrière sous la pluie torrentielle, ne sentant même pas le froid. Il défonça la porte arrière de la maison abandonnée, le vieux bois se fendant autour de la serrure. La scène qui s'offrit à ses yeux lui glaça le sang. Un énorme trou béant dans le toit, la pluie s'y déversant, transformant la montagne de débris sur le sol en une boue épaisse. L'air était saturé de l'odeur de plâtre humide et de bois ancien et brisé. Adèle, son nom lui déchira la gorge, brute et paniquée. C'était la première fois qu'il le disait à voix haute, et le son de celui-ci dans ses décombres était une prière et une malédiction. Un faible gémissement lui répondit, d'un coin sombre presque enfoui sous les lattes et le plâtre tombé. Il se précipita vers le son, le faisceau de la lampe de poche de son téléphone traçant un chemin frénétique à travers l'air saturé de poussière. Elle était là, recroquevillée en boule contre le mur, son corps tremblant violemment, à moitié couverte de débris. Son visage était d'une blancheur de craie sous le choc, une entaille sur son front laissant échapper un mince filet de sang, d'une vivacité choquante contre sa peau pâle. Il l'atteignit en 3 longues foulées. « Ça va? Vous êtes blessé ?» exigea-t-il, sa voix urgente, la façade d'indifférence soigneusement construite complètement brisée. Elle le fixa simplement, ses yeux immenses et flous, les pupilles dilatées par la terreur. Il tendit la main vers elle, puis hésita, ses grandes mains semblant soudainement maladroites et brutales, craignant de causer plus de douleur. Au lieu de cela, il commença à dégager les débris autour d'elle avec une énergie fiévreuse et désespérée. Quand elle fut dégagée, il la saisit par les bras. « Vous pouvez marcher ?» Elle essaya de se relever, mais ses jambes étaient en coton, tremblant trop fort pour la soutenir. Sans un mot de plus, il glissa un bras sous ses genoux et l'autre dans son dos, la soulevant du sol comme si elle ne pesait rien. Son corps était froid et tremblant contre sa poitrine. Le contact fut un choc pour eux deux. Pour elle, la force solide de lui, sa chaleur un fourneau choquant contre ses vêtements trempés par la pluie,
était une ancre dans un monde qui s'effondrait. Pour lui, la fragilité pure et terrifiante d'elle dans ses bras réveilla un instinct protecteur si féroce et primal qu'il lui coupa le souffle. Il la transporta hors de la maison en ruine, de retour dans la sécurité relative de sa salle d'arcade, la pluie collant ses cheveux à son cou. Il ne s'arrêta pas, il ne la posa pas sur la banquette. Il passa devant les visages médusés de ses clients et la monta par l'escalier en colimaçon métallique dans son propre appartement, dans son sanctuaire. Il referma la porte d'un coup de pied derrière eux, franchissant un seuil qu'il n'avait jamais permis à un étranger de franchir auparavant. Les murs qu'il avait construits autour de sa vie, tant physique qu'émotionnelle, venaient d'être violés. Et alors qu'il la déposait doucement sur son canapé en cuir noir, il sut, avec une certitude qui le terrifiait, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'appartement de Luc était l'antithèse de la salle d'arcade chaotique en dessous. C'était un espace de silence austère et discipliné. Les murs étaient d'un gris anthracite profond, le mobilier composé de lignes épurées et fonctionnelles, un canapé en cuir noir, une table basse en acier soudé, une seule étagère où quelques livres de poche bien usés étaient disposés par taille. Il n'y avait pas de photographie, pas de désordre, pas de décoration. C'était la forteresse soigneusement organisée d'un homme qui ne laissait personne entrer. Et maintenant, Adèle Fournier, saignante et tremblante, était en plein centre. Après l'énergie frénétique du sauvetage, une immobilité tendue et gênante s'installa. Luc resta debout au-dessus d'elle un instant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lourdement, la pluie dégoulinant de ses cheveux sur le sol en béton poli. Il la regarda allongée sur son canapé, si petite, si pâle contre le cuir sombre, et un muscle de sa mâchoire se contracta. Il réagissait, sans réfléchir, et c'était dangereux. Il recula, comme si la proximité d'elle était une brûlure physique, ayant besoin de rétablir la distance qu'il avait si imprudemment oblitérée. « Il y a des règles, dit-il, les mots sortant secs et durs. L'armure d'indifférence se reconstruisait pièce par pièce sous ses yeux. Il se dirigea vers un petit coin cuisine impeccable et revint avec une trousse de premiers soins. Ses mouvements étaient brusques, efficaces. « La chambre d'amis est à vous », déclara-t-il en désignant une porte fermée. Il s'agenouilla à côté du canapé, le cuir gémissant de protestation. Il ouvrit la trousse, les fermoirs en plastique claquant bruyamment dans la pièce silencieuse. « Vous n'entrez pas dans ma chambre. Vous ne touchez pas à mes affaires. Pendant la journée, quand la salle d'arcade est ouverte, vous restez ici. Je ne veux pas que les clients vous voient. » Il sortit une lingette antiseptique, déchirant l'emballage en aluminium d'un geste sec. Ses grands doigts calleux étaient étonnamment doux alors qu'il commençait à nettoyer l'entaille sur son front. Le contact était impersonnel, clinique, mais il lui envoya un frisson, un mélange confus de peur et de quelque chose d'autre, quelque chose de chaud et d'électrique. Elle tressaillit lorsque la lingette piqua la coupure. « Restez immobile », ordonna-t-il, sa voix un faible grondement. Elle regarda son visage, à quelques centimètres du sien. La concentration gravée entre ses sourcils, la façon dont ses cils sombres effleuraient ses pommettes alors qu'il regardait son travail. Elle pouvait sentir la pluie sur lui, une odeur propre et terreuse mêlée à la faible odeur métallique de sa salle d'arcade. « Compris ?» demanda-t-il, ses yeux toujours concentrés sur sa blessure. Elle réussit un léger signe de tête. « Et, continua-t-il en appliquant un petit pansement papillon sur la coupure, son regard se levant enfin pour rencontrer le sien. Il était dur, intense, un poids physique. Si votre oncle, ou l'un de ses problèmes, se présente à ma porte, vous partez, immédiatement, je ne suis pas votre garde du corps. » La dernière phrase était un coup de poignard froid et délibéré, destiné à blesser, à établir une limite claire. « Vous êtes un problème que je tolère, pas une personne que j'aide. »« Je comprends, » murmura-t-elle, sa propre mâchoire se crispant. La gratitude luttait avec une nouvelle vague d'humiliation. « Je ne vous causerai plus de problème. » Il la fixa un long moment, scrutant son visage comme pour y déceler un mensonge, avant de faire un unique signe de tête raide. « Bien. » Sur ce, il se leva, rangea la trousse de premiers soins avec la même efficacité tranchante et se dirigea vers sa propre chambre. La porte se referma derrière lui avec un clic doux et définitif, la laissant seule dans le salon silencieux.
Les jours suivants s'installèrent dans un rythme étrange et feutré. Adèle se sentait comme un fantôme hantant les étages supérieurs de la vie de Luc. Elle passait ses heures dans la chambre d'amis, un espace aussi spartiate et impersonnel que le reste de l'appartement, ne contenant qu'un lit simple avec une couette grise et un placard vide. Son seul réconfort était son carnet de croquis. Dans ces pages, elle continuait d'essayer de déchiffrer l'homme derrière le masque. Elle dessina la panique brute dans ses yeux lorsqu'il avait crié son nom dans la maison en ruine. Elle dessina la douceur concentrée de ses mains alors qu'il pansait son front. Et elle dessina la solitude profonde et écrasante qui semblait l'envelopper comme un linceul chaque fois qu'il pensait que personne ne le regardait. Ils existaient dans des orbites qui se heurtaient rarement. Ils partaient pour la salle d'arcade avant qu'elle ne se réveille et revenaient longtemps après le départ du dernier client. Leur rencontre était brève, des croisements accidentels dans le couloir étroit ou la petite cuisine, chargée d'une tension tacite. Mais ces actions commencèrent à mener une guerre silencieuse contre ses paroles dures. Le premier matin, elle se réveilla à l'arôme riche et sombre du café en préparation. Hésitante, elle sortit de sa chambre pour trouver une tasse fumante sur le comptoir de la cuisine, une offrande silencieuse et anonyme. Il était déjà parti. Le deuxième jour, un petit ensemble neuf de produits de toilette, une bouteille de shampoing sans parfum, un pain de savon ordinaire, une brosse à dents encore dans son emballage, apparut sur la petite étagère de la salle de bain des invités. Le troisième, après une nuit à frissonner sous la seule fine couverture de sa chambre, elle revint de la salle de bain pour trouver un petit radiateur électrique noir bourdonnant silencieusement dans le coin, baignant la pièce d'un cercle de chaleur bienvenue. Chacun de ces actes de soins silencieux était une contradiction, une pièce d'un puzzle qu'elle ne pouvait pas résoudre. Il la repoussait avec ses mots froids et ses règles strictes et isolantes. Mais avec ses actions, il la rapprochait, s'occupait d'elle, assurait son confort, sa survie. « Qui es-tu » Luc Martel. La question devint un refrain constant dans son esprit. Le roi froid de la salle d'arcade ou le gardien silencieux qui lui laissait du café le matin. Un soir, sa curiosité l'emporta finalement sur sa peur. Elle entendit le clang familier de la grille se fermant en bas, suivi de ses pas lourds sur les escaliers métalliques. Mais au lieu du clic habituel de la porte de sa chambre, elle entendit l'ouverture douce du réfrigérateur, le cliquetis d'une poêle posée sur la cuisinière. Elle attendit, son cœur un tambour doux et plein d'espoir contre ses côtes. 10 minutes passèrent. 20. L'odeur d'ail et de gingembre frit, une odeur profondément domestique et réconfortante, commença à dériver sous sa porte. Cela semblait si totalement déplacé dans cette forteresse stérile et silencieuse. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit sa porte et entra dans le salon. Elle le trouva dos à elle, debout devant la cuisinière, les muscles de son dos se déplaçant sous son t-shirt noir, alors qu'il remuait quelque chose dans un wok. Il dut sentir sa présence. Il s'immobilisa puis se tourna, une lueur de quelque chose, surprise, agacement, embarras, traversant son visage avant que le masque d'indifférence ne se remette en place. « Je pensais que vous aviez peut-être faim, » dit-il, sa voix un faible grognement, comme s'il était en colère contre lui-même pour cet acte de gentillesse. Il désigna du menton la petite table pour 2 personnes dans le coin. « Asseyez-vous. » Ils mangèrent dans un silence différent de ceux qui avaient précédé. Ce n'était pas gênant ou tendu. Il était rempli des petits bruits de leur repas, le raclement des baguettes contre les bols en céramique, la chaleur du sauté simple mais délicieux qu'il avait préparé. C'était une bulle fragile de normalité dans leur existence bizarre et partagée. « Vous cuisinez bien, » dit-elle finalement, sa voix douce, brisant le silence. Il haussa les épaules, les yeux fixés sur son bol. « J'ai dû apprendre à prendre soin de moi, tôt. » Une autre petite clé rouillée de son passé, offerte sans cérémonie. « Merci, » dit-elle. Et cette fois, ce n'était pas seulement pour la nourriture. C'était pour le radiateur, pour le café, pour l'avoir tiré des décombres, pour tout. Il leva enfin les yeux, et ses yeux sombres rencontrèrent les siens à travers la petite table. L'intensité de son regard lui coupa le souffle. Pendant un moment, elle vit les murs s'effriter, vit le conflit, la lassitude, la lueur importune d'inquiétude. « Ne vous y habituez pas, » dit-il, mais les mots manquaient de leur tranchant froid et habituel. Cela ressemblait moins à une menace qu'à un avertissement pour elle, et peut-être
un avertissement pour lui-même. Cette nuit-là, Adèle ne put dessiner. Son esprit était trop plein de lui. L'homme qui la menaçait d'expulsion tout en lui préparant le dîner, l'homme qui construisait des murs d'acier puis glissait de petites gentillesses à travers les fissures. Elle était allongée dans son lit, écoutant les bruits calmes de l'appartement. À travers le mince mur qui séparait leur chambre, elle pouvait entendre le son doux et rythmique de sa respiration pendant son sommeil. C'était un son stable et ancrant dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis son arrivée, cela ne la faisait pas se sentir comme une prisonnière, cela la faisait se sentir en sécurité. La pluie incessante de Seattle cessa enfin, laissant place à un soleil pâle et aqueux qui luttait pour percer l'épaisse couverture de nuages gris. Mais la trêve météorologique ne fit que peu pour apaiser la tension silencieuse et frémissante dans l'appartement de Luc. La présence d'Adèle, autrefois une anomalie choquante, s'était tissée dans le tissu de sa routine austère. Il trouvait une seule tasse de thé, rincée et placée avec soin sur l'égouttoir le matin. Il captait l'odeur subtile et propre de son shampoing dans le couloir de la salle de bain. Il voyait la fente de lumière douce sous la porte de sa chambre quand il montait tard le soir. Chaque petit signe de son existence était une perturbation constante et de faible intensité à l'ordre silencieux de son univers. Il maintenait ses distances, un hôte réticent et taciturne, mais ses yeux la suivaient quand il pensait qu'elle ne le regardait pas. Il remarqua la façon dont elle se mordillait la lèvre inférieure, un petit geste inconscient, quand elle était profondément concentrée sur son carnet de croquis. Il remarqua la façon dont ses pieds nus se déplaçaient silencieusement sur le sol en béton poli, comme si elle avait peur de prendre trop de place dans le monde. Il y avait une grâce fragile et artistique en elle qui ébréchait ses défenses, et il détestait ça. La vulnérabilité dans son expérience était une contagion, et il avait passé une décennie à développer son immunité. Pour Adèle, vivre sous le même toit que Luc Martel, c'était comme essayer de déchiffrer un livre écrit dans une langue morte. Elle devint une experte involontaire de la topographie de ses silences. Il y avait le silence agacé et cassant lorsqu'un de ses amis de la salle d'arcade, un joueur dégingandé nommé Silas Sonny Quill, criait depuis le bas des escaliers avec un taquin. « Et Luc, est-ce que ton invité fantôme mystérieuse a faim ?» Il y avait le silence lourd et pensif lorsqu'il la trouvait en train de regarder par la fenêtre du salon la ligne d'horizon de la ville, son expression perdue et mélancolique, et une lueur de compréhension traversait son visage, comme s'il savait ce que c'était de regretter un foyer qui n'existait plus. Un après-midi, le besoin lancinant de fourniture la força à briser son exil auto-imposé. Ses crayons graphite étaient usés jusqu'au bout, son carnet de croquis presque plein. Rassemblant un réservoir de courage, elle descendit pendant une accalmie de l'après-midi et s'approcha de lui au bar. « Je dois sortir », dit-elle, sa voix basse, afin que seul lui puisse l'entendre par-dessus le carillon d'un flipper. « J'ai besoin d'acheter des choses, des fournitures d'art. » Il leva les yeux du registre qu'il étudiait, son regard instantanément vif, suspicieux. Le sympathique propriétaire de la salle d'arcade disparut, remplacé par le gardien méfiant. « Seul ? Je peux prendre soin de moi. » Les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Il la regarda un long moment silencieux, une bataille faisant rage derrière ses yeux sombres. « Ce n'est pas mon problème. Laisse-la partir. » Mais l'image d'elle, pâle et saignante dans les décombres de la maison, lui revint en mémoire. La pensée d'elle dehors, un agneau errant dans une ville pleine de loups, quelque chose se tordit dans ses entrailles. « Non, dit-il finalement, le seul mot un ordre plat. Attendez que je ferme, je vous emmènerai. » La voiture était une extension de l'homme lui-même, une vieille berline noire, impeccablement entretenue. Elle était puissante mais discrète, avec un intérieur qui sentait légèrement le cuir et l'huile de moteur. Le trajet jusqu'au centre-ville fut tendu d'un silence épais et bourdonnant. Il conduisait avec une concentration féroce et ciblée, ses grandes mains reposant légèrement sur le volant, ses jointures balafrées et proéminentes. Au magasin de fournitures d'art, il la suivit à quelques pas, une ombre massive et silencieuse. Sa présence imposante eut un effet tangible. Les autres clients leur laissèrent instinctivement un large passage. Il ne dit rien alors qu'elle sélectionnait soigneusement ses papiers et crayons, mais il observait. Il observait la façon dont ses doigts fins dansaient sur les différentes textures de papier aquarelle,
le petit sourire satisfait qui touchait ses lèvres lorsqu'elle trouvait la nuance exacte de fusain qu'elle cherchait. Pour la première fois, il ne voyait pas la victime effrayée ou le problème gênant. Il voyait l'artiste, et dans son élément, elle n'était pas du tout fragile. Elle était confiante, concentrée, belle. La pensée le prit de court, importune et étonnamment puissante. Sur le chemin du retour, alors que les lumières de la ville commençaient à se brouiller en traînées de couleurs à l'extérieur de la fenêtre, cela arriva. Une détonation vive et explosive, suivie de la violente secousse de la voiture. Le véhicule vira brusquement, et Luc lutta avec le volant, avec une habileté calme et instinctive, ses muscles se contractant alors qu'il guidait la voiture en toute sécurité sur le bas-côté d'une route industrielle déserte. « Merde !» marmonna-t-il, le seul mot un faible grognement frustré. C'était la première manifestation d'émotion non calculée qu'elle voyait de lui. Il sortit dans la nuit froide et humide pour changer le pneu crevé. Adèle regarda depuis le siège passager, l'intérieur de la voiture semblant soudainement vaste et vide sans sa présence. Les phares découpaient une scène théâtrale et crue dans l'obscurité, avec lui comme seul acteur. Il retira sa lourde chemise de flanelle, la jetant sur la banquette arrière, et retroussa les manches du simple t-shirt blanc qu'il portait en dessous. Et c'est là qu'elle les vit. Alors qu'il se penchait pour desserrer les écrous de roue, le fin coton de son t-shirt se tendit sur son large dos. Et à travers le tissu, illuminé par l'éblouissement brutal des phares, elle pouvait voir les faibles contours argentés de cicatrices. Ce n'étaient pas de petites marques accidentelles. Elles étaient longues, épaisses, et sillonnaient sa peau en un terrible réseau complexe. Une carte silencieuse et brutale de la violence passée. Les rumeurs chuchotées qu'elle avait entendues de Sonny et des autres à la salle d'arcade, des mots vagues et menaçants comme « maison de correction »,« combat de rue », le gang du West End, se concrétisèrent soudainement en une réalité terrifiante et tangible. Il travaillait avec une efficacité brutale et ciblée, les muscles de ses bras et de son dos se cordant sous l'effort. Quand il eut fini, ses mains étaient noires de graisse, une légère brillance de sueur scintillant sur son front malgré le froid. Il jeta le pneu crevé dans le coffre avec un grognement et se glissa de nouveau dans le siège du conducteur. Le petit espace de la voiture fut immédiatement rempli de sa présence, de l'odeur de son effort, de l'air froid de la nuit et du métal chaud. Il ne la regarda pas. Il démarra simplement la voiture et reprit la route. Le silence sur le reste du trajet fut différent. Ce n'était plus un silence de gêne ou de tension non dite, c'était le silence d'un secret partagé. Un secret dormir. L'image de son dos balafré était gravée dans son esprit. Elle glissa hors du lit, ses pieds nus froids contre le sol, et ouvrit son nouveau carnet de croquis. Elle ne dessina pas son visage cette fois, elle dessina son dos. Elle dessina la courbe puissante de ses épaules, la force enroulée dans ses muscles et le terrible et magnifique réseau de cicatrices qui marquait sa peau. Chaque coup de crayon était une question. Que t'est-il arrivé? Quelle douleur portes-tu qui est si profonde que tu la caches au monde entier? Le lendemain matin, son éditrice, Lucie, appela. Sa voix était vive d'une impatience familière. « Adèle, où es-tu? Tu as manqué ta date limite. J'ai besoin des nouveaux designs de personnages. Et écoute, le fantastique ne se vend plus. Le marché a changé. Les lecteurs veulent quelque chose de plus brut, de réel. Donne-moi un personnage principal masculin avec un passé sombre, ténébreux, fort, peut-être quelques cicatrices. C'est un mauvais garçon dont les lectrices ne peuvent s'empêcher de tomber amoureuses. » Adèle baissa les yeux sur le dessin dans son carnet de croquis. L'homme aux cicatrices. Le roi silencieux de la salle d'arcade. « J'ai ton personnage, » pensa-t-elle, une ironie amère et douloureuse se tordant dans ses entrailles. Pour sauver sa carrière, elle devrait vendre les secrets de l'homme qui lui avait sauvé la vie. Plus tard dans la journée, elle était dans la cuisine se versant un verre d'eau quand il entra par l'entrée arrière de l'appartement qui menait apparemment à une petite salle de sport privée. Il était torse nu, les cheveux humides de sueur, une serviette autour du cou. Sa poitrine et son dos étaient exposés à la lumière grise et plate de la cuisine. Les cicatrices étaient encore plus choquantes à la lumière du jour. Vieille, guérie, d'un blanc argenté sur sa peau bronzée, mais elle racontait une histoire indéniable de violence brutale et intime. Il se figea quand il la vit debout là,
ses yeux sombres devenant instantanément durs et froids comme la glace. Il avait oublié. Pendant une fraction de seconde, il avait oublié qu'elle était dans son espace, et il avait baissé sa garde. Il se tourna rapidement, attrapant son t-shirt qui était jeté sur le dossier d'une chaise. « Ne me regarde pas », gronda-t-il, sa voix basse, dangereuse. Mais elle ne détourna pas le regard. Son regard était stable, son cœur martelant contre ses côtes. « Je n'ai pas peur d'elle », dit-elle, sa voix calme mais étonnamment ferme. Il s'arrêta, le t-shirt à mi-chemin, ses mouvements suspendus. Il se retourna lentement vers elle, son visage un masque de fureur contrôlée, la mâchoire serrée. « Qu'est-ce que tu sais de la peur, putain ?»« Je sais ce que c'est d'être marqué, » répondit-elle, pensant à Grégoire, aux cicatrices invisibles qu'il avait gravées dans son esprit. Toutes les cicatrices ne sont pas sur la peau. Sa fureur vacilla. Juste un instant, le masque dur se fissura et autre chose apparut dans ses yeux. Pas de la colère, pas de la honte. C'était une lueur de connexion crue et inattendue. Il vit dans ses yeux non pas la répulsion ou la pitié à laquelle il était habitué, mais une compréhension profonde et résonnante. Il était un livre de secrets verrouillé, et elle était incroyablement la seule personne qui ait jamais essayé de lire la couverture. Il ne dit rien d'autre. Il enfila simplement le t-shirt, le simple coton cachant de nouveau la carte de son passé, et sortit de la cuisine, la laissant seule avec l'écho de ses mots et le sentiment profond et terrifiant que quelque chose de fondamental entre eux venait de changer irrévocablement. Elle n'était plus seulement la fille qu'il protégeait, elle était la fille qui le voyait. La trêve fragile et tacite forgée dans le calme de la cuisine fut brisée 2 jours plus tard par des coups forts et insistants sur la grille avant de la salle d'arcade. Ce n'était pas le coup désinvolte d'un livreur ou le cliquetis impatient d'un enfant impatient de jouer. C'était un martèlement furieux et vertueux, une convocation. Depuis l'appartement à l'étage, Adèle entendit la voix stridente et perçante d'une femme, suivie de la réponse basse et grondante de Luc. Son sang se glaça. Elle reconnut cette voix. Elle appartenait à Muriel, la voisine bavarde de la maison délabrée d'à côté, une femme dont les petits yeux indiscrets semblaient ne rien manquer. Le cœur d'Adèle commença un rythme frénétique et paniqué contre ses côtes. Elle m'a vu. Elle sait. Elle se glissa en haut de l'escalier en colimaçon, son corps caché dans l'ombre du palier supérieur, et regarda en bas. Muriel se tenait au milieu de la salle d'arcade, une petite femme corpulente, les mains fermement plantées sur les hanches, le visage rouge d'indignation. Une petite foule curieuse s'était rassemblée, quelques habitués de la salle d'arcade, dont Sonny et le costaud et silencieux Angus Brick Creed, et quelques autres résidents locaux que Muriel avait clairement entraînés avec elle. « Je le savais !» cria Muriel en pointant un doigt tremblant et accusateur sur Luc. « Je savais que vous cachiez quelque chose, que vous la cachiez. C'est la fille Fournier. La nièce en fuite de Grégoire Fournier. La belle-sœur de ma cousine nettoie des bureaux dans son immeuble en ville. Elle m'a tout dit. Il y a une récompense, une grosse, pour toute information sur sa localisation. » Le mot resta en suspens, laid et venimeux. Récompense. C'était donc ça. Grégoire n'utilisait pas seulement la force, il armait la cupidité, transformant chaque voisin, chaque étranger, en un Judas potentiel. Luc se tenait entre la femme et le bas des escaliers, un mur silencieux et inamovible. Son expression était d'un ennui profond et lasse, mais Adèle pouvait voir la tension dans la tenue de ses épaules. « C'est une propriété privée, Muriel. Rentrez chez vous. »« Propriété privée ?» ricana-t-elle, sa voix montant d'un octave, se nourrissant de l'attention de son petit public. « Vous amenez une fugitive dans notre quartier. Une délinquante qui cause des problèmes à sa puissante famille. Et non seulement ça, elle se tourna vers la foule assemblée, sa voix dégoulinant de poison moralisateur. Elle vit dans son appartement. Un homme célibataire, avec un passé comme le vôtre. Quel genre de fille fait ça? Elle a mis le grappin sur lui, je vous le dis, une petite séductrice. » L'accusation, bon marché et sale, atterrit dans la salle d'arcade silencieuse, comme une pierre jetée dans un étang calme. L'air s'en épaissit. Sonny et Brick échangèrent un regard mal à l'aise. La réputation de Luc, bien qu'il fasse semblant de s'en moquer, était une chose fragile et durement gagnée. Les rumeurs de son passé, de la maison de correction, de la violence, il vivait sous un nuage permanent de suspicion.
Et maintenant Muriel essayait joyeusement d'entraîner Adèle dans cette même obscurité avec lui. De l'ombre des escaliers, Adèle sentit une bouffée de honte et de fureur lui monter au cou. C'était sa faute. Il l'avait prévenue qu'elle était une source d'ennui. Elle était sur le point de sortir, de se défendre, de leur dire à tous que Luc n'avait fait que l'aider. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, elle vit quelque chose dans son attitude changer. L'apathie ennuyée de son visage disparut. Elle n'éclata pas en colère. Elle s'effondra vers l'intérieur, laissant derrière elle un calme glacial et terrifiant. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Il fit un seul pas délibéré en avant, et Muriel, malgré toute sa bravade, recula instinctivement d'un pas. « Répétez ce que vous venez de dire. » La voix de Luc était dangereusement calme, presque un murmure, mais elle trancha l'air comme le fil d'un rasoir. La bravade de la femme faiblit, se fanant sous l'intensité pure et concentrée de son regard. « J'ai juste dit qu'elle est une... »« Je vous ai entendu, » l'interrompit-il, sa voix toujours basse, mais maintenant teintée de quelque chose de froid et de mortel. « Je veux que vous le répétiez. » La pièce tomba dans un silence total et complet. Le seul son était le bip joyeux et oublié d'une machine Pac-Man dans le coin. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Brick et Sonny fixèrent leur ami, leurs expressions un mélange de choc et d'admiration. Ils savaient que Luc était dur, ils savaient qu'il était silencieux, mais ils ne l'avaient jamais vu comme ça. Ce n'était pas le propriétaire distant de la salle d'arcade, c'était quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de dangereux. Les yeux sombres de Luc quittèrent Muriel et balayèrent les visages de la petite foule, épinglant chacun d'eux à tour de rôle. « Écoutez bien, dit-il, sa voix s'élevant maintenant, non pas en un cri, mais en un ordre contrôlé et résonnant qui remplit la salle. L'histoire d'Adèle Fournier lui appartient, mais mon histoire, vous semblez tous penser que vous en possédez un morceau. » Il fit un autre pas au centre de la pièce, son regard se fixant sur les résidents qui étaient venus assister au spectacle. « Vous chuchotez sur moi, sur mon passé, sur le temps que j'ai passé ailleurs. » Il marqua une pause, laissant le poids de l'euphémisme s'installer dans l'espace silencieux. « C'est vrai. J'étais en maison de correction. J'étais en prison. J'ai fait des erreurs quand j'étais gamin, des grosses. Des erreurs pour lesquelles j'ai payé, chaque jour. » L'aveu brut et public fut une onde de choc. Il n'en parlait jamais, jamais. « Mais j'ai appris quelque chose là-bas, » continua-t-il, son regard se posant finalement sur une Muriel visiblement tremblante. « J'ai appris à reconnaître le vrai mal. Et il ne vient pas d'un type avec quelques cicatrices qui essaie de gérer une entreprise. Il vient de gens qui utilisent des mensonges et la cupidité pour blesser quelqu'un qui est déjà acculé. Des gens comme vous. Et des gens comme son oncle. » Il fit un autre pas lent vers elle, comblant la distance jusqu'à ce qu'il la domine. « Alors, voilà comment ça va se passer. Adèle reste ici. Elle vit dans ma maison parce que je l'ai invitée. Elle est sous ma protection. Elle n'est pas une séductrice, c'est une victime. Et si j'entends un murmure de plus, un mot sale de plus à son sujet, ou si je découvre que l'un d'entre vous, sa voix tomba à un grognement menaçant alors que ses yeux balayaient de nouveau les badauds, a même pensé à décrocher le téléphone pour cette foutue récompense. » Il se pencha, son visage à quelques centimètres de celui de Muriel, sa voix une promesse mortelle. « Je vous le ferai regretter personnellement, non pas en tant que type qui possède la salle d'arcade, mais en tant que l'homme que vous avez tous chuchoté que j'étais ces 10 dernières années. Suis-je clair ?» Muriel, le visage cendré, ne put qu'esquisser une série de hochements de tête terrifiés et saccadés. « Maintenant sortez !» gronda-t-il le dernier mot un coup de fouet de commandement, « et emportez votre poison avec vous. » La femme sortit pratiquement en courant de la salle d'arcade, le reste de la petite foule se dissolvant dans son sillage, se dispersant comme des cafards exposés à la lumière. En quelques secondes, la salle fut vide, à l'exception de Luc, Sonny et Brick. Ses amis le regardaient avec un respect nouveau et profond. Luc ne leur prêta aucune attention. Il ne bougeait pas. Il resta simplement là dans le silence soudain, le dos tourné à la porte, et leva lentement la tête. Ses yeux la trouvèrent dans l'ombre en haut des escaliers. Leurs regards se croisèrent à travers la salle d'arcade vide. La fureur froide de son visage s'estompa, remplacée par quelque chose de bien plus complexe, quelque chose de brut et d'exposé qu'elle ne pouvait commencer à nommer. Il venait de s'ouvrir au monde entier. Il avait confirmé leurs pires craintes à son sujet,
admis son propre passé sombre, et il avait tout fait pour construire un mur autour d'elle. Il avait publiquement tracé une ligne dans le sable, se plaçant carrément entre elle et ses ennemis. Lentement, les jambes tremblantes, Adèle descendit le reste des escaliers. Elle s'arrêta sur la dernière marche, à quelques mètres de lui, l'air entre eux épais de tout ce qui venait de se passer. « Merci » semblait un mot si petit, si inutile, si inadéquat. Il fit juste un signe de tête court et sec, le masque d'indifférence essayant déjà de se réinstaller sur ses traits, bien qu'il ne s'ajuste plus tout à fait. « Je vous avais dit de ne pas causer de problème, » dit-il, la voix rauque. C'est elle qui causait des problèmes. Il se détourna alors et commença à se déplacer méthodiquement dans la salle d'arcade, éteignant les machines, les clics et grognements familiers remplissant le silence. Mais rien n'était plus pareil. Tout avait changé. Il n'était plus son hôte réticent, son gardien accidentel. Il était son champion. Et la dette qu'elle ressentait envers lui était maintenant quelque chose de bien plus profond, de bien plus terrifiant qu'une simple gratitude. C'était le début de quelque chose qui pourrait soit la sauver, soit les détruire complètement tous les deux. Après l'explosion, un tout nouveau genre de silence s'installa. Ce n'était pas le silence tendu et gênant de leur premier jour, ni le calme confortable de leur repas partagé. C'était un silence dense, chargé, lourd de l'onde de choc de la défense publique de Luc et de l'écho de sa fureur protectrice. Adèle se retira dans l'appartement, mais l'espace qui était devenu son sanctuaire ressemblait maintenant à une cage, trop petite pour contenir la tempête d'émotions qui faisait rage en elle. Elle ne pouvait pas dessiner. Le fusain semblait étranger dans ses doigts. Elle ne pouvait pas lire. Les mots sur la page étaient un fouillis dénué de sens. Elle arpentait le sol en béton poli, d'avant en arrière, l'image de son visage, dur, défiant et inflexible, alors qu'il faisait face à la foule pour elle, gravée dans son esprit. Il ne l'avait pas seulement protégée. Il s'était tenu devant elle, un bouclier humain absorbant les fléchettes venimeuses qui lui étaient destinées, et les avait renvoyées avec la force d'un ouragan. Il avait volontairement sacrifié sa propre paix durement gagnée et fragile. Il avait confirmé les pires rumeurs du quartier à son sujet, tout pour laver son nom. Personne n'avait jamais rien fait de tel pour elle. La protection de Grégoire avait toujours été une transaction, une chaîne dorée. L'amour de ses parents avait été un souvenir lointain et doux. C'était tout autre chose, féroce, primal, inconditionnel. La gratitude qu'elle ressentait était si immense que c'était une douleur physique, une pression écrasante dans sa poitrine qui la laissait sans voix. Luc ne monta pas pendant des heures. En bas, Sonny et Brick lui avaient tapé sur l'épaule, les yeux pleins d'un respect nouveau et profond, avant de le laisser au bourdonnement silencieux de ses machines. Il avait besoin d'espace. Il avait besoin de reconstruire les murs que Muriel et sa propre bouche imprudente venaient de démolir. À quoi diable pensait-il? Il avait passé une décennie à se rendre invisible, à faire profil bas, à construire une vie si calme et si banale que les gens pourraient enfin oublier le gamin en colère et violent qu'il était. Et en 5 minutes, pour une fille qu'il connaissait à peine, il avait tout jeté par-dessus bord. Il avait rappelé à tout le monde exactement qui il était, le monstre qu'ils attendaient tous. Et la partie la plus terrifiante, pendant ces 5 minutes, debout entre elle et eux, il n'avait pas ressenti de regret. Il s'était senti juste. Quand il monta enfin l'escalier en colimaçon, la nuit était complètement tombée, et la ville à l'extérieur était une tapisserie scintillante de lumière lointaine. Il se déplaçait avec une lassitude profonde qui n'était pas seulement physique. L'adrénaline s'était depuis longtemps estompée, laissant derrière elle une vulnérabilité brute et exposée. Il la trouva dans le salon, debout près de la grande fenêtre, une silhouette sombre contre les lumières de la ville. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, la main toujours sur la rampe métallique. Les règles soigneusement construites de son univers ne t'impliquent pas, garde tes distances, elle n'est pas ton problème, gisaient en ruine à ses pieds. Il les avait toutes enfreintes. « Tu n'aurais pas dû faire ça », dit Adèle, sa voix un murmure, dirigée vers la vitre mais destinée à lui. Il entra dans la pièce, laissant la porte se refermer derrière lui. « Il te faisait du mal », répondit-il, sa propre voix basse, rauque. « Je ne laisse pas les gens faire du mal à ce qui est à moi. » Le mot resta en suspens dans l'air entre eux. « À moi. »
C'était possessif, territorial. Cela aurait dû la faire se sentir comme une propriété. Mais la façon dont il le dit, avec une conviction brute et indéniable, ne la fit pas se sentir possédée. Elle se sentit ancrée, en sécurité, réclamée. Elle se détourna de la fenêtre pour lui faire face. La faible lumière d'une seule lampe projetait de longues ombres sur son visage, accentuant la ligne dure de sa mâchoire, la lassitude dans ses yeux. « Ta réputation, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Tu n'avais pas à sacrifier. »« Ma réputation ?» Un son court et sans humour, pas tout à fait un rire, lui échappa. « Tu crois que je me soucie de ce que ces gens pensent de moi ? J'ai arrêté de m'en soucier il y a longtemps. » Il fit un pas lent dans la pièce, ses bottes silencieuses sur le sol. « Mais je me soucie de ce qu'ils pensent de toi, et je ne vais pas laisser mon obscurité te souiller. » L'honnêteté brutale et dévastatrice de ces mots lui coupa le souffle. Le dernier des murs entre eux s'effrita en poussière. Il se tenait dans un nouveau territoire inexploré, sans règles, sans barrières. La tension qui avait couvé entre eux pendant des jours, née autrefois de la peur et de l'incertitude, était maintenant tout autre chose. C'était électrique, magnétique, une attraction gravitationnelle à laquelle il était impossible de résister. Il fit un autre pas, comblant la distance jusqu'à ce qu'il ne soit qu'à quelques mètres. L'air devint épais, lourd, difficile à respirer. Adèle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, pouvait voir le conflit qui faisait rage dans ses yeux sombres. Il était en guerre contre lui-même, luttant contre une impulsion qui s'avérait plus forte qu'une décennie de contrôle de soi rigide. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, le seul mot portant tout le poids de sa confusion, de sa gratitude, de sa peur. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Son regard était fixé sur le sien, intense et inébranlable. « Parce que je suis un idiot, » répondit-il, sa voix rauque d'une sincérité brute et douloureuse. « Parce que depuis la seconde où tu as trébuché dans ma salle d'arcade, ressemblant à un fantôme noyé, tu as été un problème que je ne peux pas résoudre. Tu entres dans ma tête, tu me fais enfreindre mes propres foutues règles, tu me fais ressentir des choses que j'ai enterrées il y a longtemps. » Il n'était plus qu'à une longueur de bras. Il leva la main, le mouvement lent, hésitant, comme s'il se déplaçait dans l'eau. Ses doigts balafrés et calleux effleurèrent doucement une mèche de cheveux humides de sa joue. Le contact était léger comme une plume, mais sa peau s'enflamma là où il la touchait. « J'ai essayé de t'ignorer, » murmura-t-il, ses yeux traçant la ligne de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres. « J'ai essayé de te garder à distance. Je me suis dit que tu n'étais que des ennuis. » Son pouce effleura sa pommette, un contact tendre et interrogateur. « Ça ne marche pas. » Le cœur d'Adèle était un tambour sauvage et frénétique contre ses côtes, si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. La peur qui avait été sa compagne constante pendant des semaines était consumée par un nouveau genre de terreur, une terreur palpitante et vertigineuse qui lui donnait l'impression que ses genoux allaient céder. Elle savait ce qui allait se passer, et elle ne bougea pas. Elle ne respira pas, elle ne recula pas. Il se pencha, son autre main venant se poser sur le côté de son cou, son pouce reposant sur son pouls frénétique. Son monde se rétrécit à l'espace entre leurs visages, l'odeur de pluie et d'ozone qui lui était propre, la vue de la cicatrice argentée à travers son sourcil, l'intensité dans ses yeux qui n'étaient plus froides, mais brûlaient d'une émotion brute et sans garde. Et puis il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser doux et hésitant, ce fut un baiser de reddition. Un baiser qui contenait toute la frustration, la confusion, l'inquiétude refoulée et la protection féroce et involontaire de la semaine passée. C'était affamé et désespéré, une collision de deux âmes solitaires et endommagées. Sa bouche réclama la sienne avec une certitude qui la fit vaciller, sa main s'en mêlant dans ses cheveux, l'attirant plus près. Adèle répondit avec une urgence égale et surprenante. Toute la peur, la solitude, la gratitude profonde et une nouvelle vague déconcertante de pur désir se canalisèrent dans ce baiser. Ses mains se posèrent sur sa poitrine, ses doigts se crispant sur le tissu doux de son t-shirt, s'accrochant à lui comme s'il était la seule chose solide dans un univers qui s'effondrait. Quand il rompit enfin le baiser, ils étaient tous les deux à bout de souffle, les fronts reposant l'un contre l'autre. Il garda les yeux fermés, sa respiration saccadée. « Je ne sais pas ce que tu me fais, Fournier, » murmura-t-il, sa voix une chose brisée et graveleuse. « Mais j'ai fini de me battre.
Il ouvrit les yeux, et la vulnérabilité brute qu'il contenait la frappa au cœur même. Le roi de la salle d'arcade, l'homme qui avait fait face à une foule pour elle sans broncher, avait l'air tout aussi perdu et terrifié qu'elle. « Je te protégerai, dit-il, sa voix ferme maintenant, un vœu solennel prononcé dans le calme de son sanctuaire. Je ne sais pas de quoi exactement, et je ne sais pas comment, mais personne ne te fera plus de mal. Tu n'as rien à dire, tu n'as pas à ressentir la même chose. Juste, ne fuis pas loin de moi. » L'aveu était la chose la plus honnête et la plus magnifiquement maladroite qu'elle ait jamais entendue. Il ne lui offrait pas un conte de fées, il lui offrait un bouclier. Il ne demandait pas son cœur, il demandait sa confiance. Il fit un demi-pas en arrière, rétablissant une once d'espace, bien que la charge électrique du baiser crépitait encore dans l'air entre eux. Il avait l'air dévasté, défait. « Repose-toi, dit-il, la voix toujours rauque. » Il se tourna et se dirigea vers sa chambre sans un mot de plus, la laissant seule au centre du salon, les lèvres encore picotantes, le cœur un nœud emmêlé de choc et d'espoir. La dynamique entre eux avait été irrévocablement brisée et refaite. Il n'était plus seulement son protecteur, il avait revendiqué un espace dans sa vie, dans son cœur, avec un baiser qui ressemblait moins à un début qu'à une inévitabilité. Et alors qu'elle se dirigeait enfin vers sa propre chambre sur des jambes instables, elle sut que la question n'était plus de savoir si elle resterait, mais ce qu'il adviendrait d'eux maintenant que tous les murs étaient enfin tombés. Le baiser resta en suspens dans l'air entre eux, une membrane invisible et chatoyante qui modifia l'atmosphère même de l'appartement. Le silence chargé avait disparu, remplacé par une conscience aiguë et constante de la présence de l'autre. Chaque frôlement accidentel des mains en attrapant la cafetière, chaque regard partagé à travers le petit salon, était maintenant chargé du souvenir de sa confession brute et du goût électrique de son baiser. Luc, fidèle à sa parole, n'insista pas. Il ne mentionna plus le baiser. Au lieu de cela, il était simplement là, présent. Une force stable et ancrante. Sa protection, autrefois un acte réticent et à contre-cœur, devint plus manifeste, plus personnelle. Il s'assurait qu'elle mangeait, laissant une assiette de toast et d'œufs sur le comptoir avant de descendre à la salle d'arcade. Il demandait de sa voix basse et graveleuse « Que dessines-tu aujourd'hui ?» et écoutait réellement, ses yeux sombres fixés sur elle pendant qu'elle parlait. Un soir, il l'entendit tousser, un son sec et rauque, et apparut à sa porte quelques minutes plus tard avec une tasse fumante de thé au gingembre avec du miel, le geste si inhabituellement tendre que son cœur lui fit mal. Adèle, à son tour, commença à s'épanouir dans ce jardin inattendu de sécurité. La peur constante et lancinante qui avait été son ombre pendant des semaines commença à reculer, remplacée par un espoir timide et fragile. Elle se retrouva capable de se concentrer, de travailler. Elle se jeta dans les designs de personnages pour Lucie. Et le personnage principal masculin, ténébreux et balafré, qu'elle basa sur Luc, gagna une nouvelle profondeur surprenante. Il n'était plus seulement un ramassis de clichés de mauvais garçons. Il était un protecteur réticent, un homme d'action silencieuse et de mots bourrus, une énigme complexe de force féroce et de vulnérabilité cachée. Il était réel. Lucie adora. « C'est ça, Adèle. » s'était-elle exclamée au téléphone. « C'est brut, c'est puissant. Les lecteurs vont le dévorer. » Adèle ressentit une pointe de culpabilité, comme si elle trahissait une confiance sacrée, même si un frisson de fierté artistique la parcourait. La vie commença à sembler dangereusement, séduisantement normale, presque heureuse. C'est ce désir de normalité, ce désir féroce et naissant, de reconstruire une vie à elle qui la conduisit tout droit dans le piège. Épinglée sur un tableau de liège à la bibliothèque locale, où elle était allée utiliser Internet, elle vit une petite annonce dactylographiée. L'école communautaire de North Creek cherche un professeur d'art assistant à court terme pour un projet de fresque étudiante. La passion pour l'art et non les diplômes est la principale qualification. C'était parfait. C'était une chance de faire quelque chose qu'elle aimait, de gagner son propre argent, d'être plus que le fantôme se cachant dans l'appartement de Luc. C'était une chance d'être de nouveau Adèle Fournier, pas seulement un problème à gérer. Quand elle lui parla de l'entretien, sa première réaction fut une réponse dure, immédiate, en un mot « non ». « C'est trop risqué », dit-il, la mâchoire serrée alors qu'il nettoyait le bar dans la salle d'arcade vide et tardive. « S'exposer comme ça ? Je ne peux pas me cacher éternellement, Luc.
argumenta-t-elle, sa voix gagnant une force qu'elle ne lui connaissait pas. Tu m'as sauvé, tu m'as protégé, mais tu ne peux pas vivre ma vie à ma place. C'est juste une école locale. Que pourrait-il bien arriver? Il arrêta de nettoyer, le chiffon toujours à la main, et la regarda. Le conflit était évident sur son visage. Chaque instinct lui hurlait de l'interdire, de l'enfermer dans l'appartement et de monter la garde à la porte. Mais il vit aussi la lumière déterminée dans ses yeux, l'étincelle désespérée d'espoir et d'indépendance. Lui refuser cela serait échanger la cage dorée de Grégoire contre une de sa propre fabrication, aussi bien intentionnée soit-elle. Il laissa échapper un lent soupir frustré. « Je t'emmènerai », dit-il finalement, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Et je viendrai te chercher. Tu n'y vas pas seul. Et tu m'appelles si quelque chose, quoi que ce soit, te semble bizarre. Tu m'entends ?» Un sourire brillant et sincère illumina son visage, la transformant, et cela le frappa avec la force d'un coup de poing en pleine poitrine. « Je t'entends, » dit-elle. L'entretien fut un succès. Le directeur, un homme à l'air affairé, nommé M. Lambert, fut complètement charmé par son portfolio et sa passion calme et sincère. Elle fut embauchée sur le champ. La joie qui remplit Adèle était effervescente. Sur le chemin du retour, elle parla sans arrêt, ses mains gesticulant avec excitation alors qu'elle décrivait le projet de fresque, les enfants, l'odeur de la craie et de la peinture à la détrempe. Luc écouta en silence, une petite chaleur inhabituelle se propageant dans sa poitrine, au son de son bonheur, même si le nœud froid de l'appréhension dans son estomac se resserrait. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le piège était déjà tendu. Monsieur Lambert n'était pas seulement un directeur d'école. C'était le cousin de Muriel, un homme profondément endetté au jeu et doté d'une morale fluctuante. L'opportunité d'emploi n'était pas une coïncidence. C'était un appât, un appel téléphonique, alimenté par le désir amer de vengeance de Muriel, et la promesse d'une récompense qui changerait sa vie avait été passée. Grégoire Fournier avait enfin la localisation de sa nièce. Et c'était un chasseur patient et méticuleux. Le premier jour d'Adèle à l'école fut tout ce dont elle avait rêvé. L'énergie chaotique et créative des enfants était un baume pour son âme. Pendant 6 heures, elle oublia qu'elle était une fugitive. Elle était simplement mademoiselle Fournier, la professeure d'art. Comme promis, Luc attendait dehors dans sa voiture lorsque la cloche finale sonna. Pour fêter ça, il rompit sa routine habituelle et l'emmena dîner dans un petit restaurant italien caché, un endroit avec des nappes à carreaux et des bougies dégoulinant de cire dans de vieilles bouteilles de Chianti. Assis dans une banquette d'angle, baigné par la lueur chaude et intime, il ressemblait pour la première fois à un couple normal en rendez-vous. Elle était animée, racontant une histoire drôle sur un petit garçon qui avait peint plus de lui-même que de la toile. Luc la regardait, son expression habituellement dure adoucie, un petit sourire inconscient jouant sur ses lèvres. « Tu es heureuse ?» observa-t-il, sa voix un faible grondement. « Je le suis », admit-elle, son regard rencontrant le sien par-dessus la flamme de la bougie. « Merci. Pour m'avoir laissé faire ça. »« Ça, je ne t'ai rien laissé faire, » corrigea-t-il, sa voix rauque d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « J'ai juste essayé de ne pas te gêner. » Le moment était parfait. Une petite bulle fragile de paix dans la tempête de leur vie. C'est pourquoi ils ne remarquèrent pas la camionnette noire banale qui s'arrêta de l'autre côté de la rue, son moteur tournant silencieusement. C'est pourquoi, lorsqu'ils quittèrent le restaurant 1 heure plus tard, riant alors qu'ils lui tenaient la porte, ils ne virent pas les 2 silhouettes sombres se détacher de l'ombre d'une ruelle voisine. Cela se produisit avec une vitesse brutale et terrifiante. L'un des hommes, énorme, bâti comme un réfrigérateur, attrapa Luc par derrière, lui passant un bras épais autour du cou et lui bloquant les bras. L'autre, plus rapide et plus mince, se dirigea vers Adèle. Luc réagit avec une violence pure et instinctive. Il projeta sa tête en arrière, la fracassant contre le visage de l'homme avec un craquement écœurant de cartilage. Il piétina durement le coup de pied de l'homme, et alors que le géant grognait de douleur, Luc pivota, brisant la prise, un coude s'enfonçant dans les côtes de l'homme. Mais il ne fut pas assez rapide. Le deuxième homme n'essaya pas de l'attraper ou de la combattre. Il plaqua simplement une grande main sur sa bouche et son nez, son autre bras s'enroulant autour de sa taille comme une bande d'acier, la soulevant du sol. Un chiffon, imbibé de quelque chose de doux et de chimique,
fut pressé contre son visage. Le cri d'Adèle fut étouffé en un gémissement désespéré. Elle donna des coups de pied et se débattit, ses ongles grattant inutilement contre son bras. Mais sa vision commençait déjà à nager, le monde se dissolvant en fractales au bord noir. La dernière chose qu'elle vit, avant que l'obscurité ne l'avale, fut le visage de Luc. Le choc, la panique, la terreur absolue et primale dans ses yeux, alors qu'il voyait ce qui se passait. « Adèle !» Son rugissement était le son d'un animal blessé. Il repoussa le premier homme avec une force brutale, l'envoyant chanceler contre un mur de briques, mais la camionnette noire crissait déjà jusqu'au trottoir. La porte latérale s'ouvrit. Le deuxième homme enfourna son corps mou à l'intérieur comme un sac de céréales. La porte claqua. Luc se jeta en avant, son corps un missile d'adrénaline pure, mais les pneus de la camionnette hurlèrent sur le pavé mouillé alors qu'elle s'éloignait du trottoir, disparaissant dans le labyrinthe des rues de la ville. Il se retrouva seul au milieu de la route vide, l'odeur de caoutchouc brûlé et son léger parfum flottant dans l'air. Le bruit du moteur de la camionnette s'estompa, remplacé par le rugissement assourdissant et frénétique du sang dans ses oreilles. La pluie se remit à tomber, une bruine froide et moqueuse qui se mêlait à la sueur sur son visage. Il baissa les yeux sur ses mains, les mains qui étaient censées la protéger, les mains qui venaient de tenir les siennes à travers une table de dîner. Elles étaient vides. La normalité, le bonheur, la bulle fragile de paix, tout n'avait été qu'une illusion, un mensonge auquel il s'était laissé croire. L'obscurité qu'il avait passé sa vie à fuir l'avait finalement rattrapé, et elle avait pris la seule lumière qu'il avait trouvée en une décennie. La rage qui l'inonda fut une chose froide, silencieuse et terrifiante. Ce n'était pas la fureur chaude et imprudente de sa jeunesse. C'était un calme précis, concentré et totalement mortel. Ils n'avaient pas seulement pris une fille. Ils avaient réveillé le monstre qu'il avait travaillé si dur à endormir, et ils mettraient le feu à toute cette foutue ville pour la récupérer. L'homme qui rentra dans la dernière pièce n'était pas le Luc Martel que ses amis connaissaient. Le propriétaire de salle d'arcade, las et cynique, avait été consumé, laissant derrière lui quelque chose de plus froid, de plus dur et d'infiniment plus dangereux. L'apathie ennuyée dans ses yeux avait disparu, remplacée par une concentration glaciale et prédatrice. Il se déplaçait avec une grâce glaçante et économique, chaque pas précis, chaque mouvement portant un poids mortel de détermination. Le roi de la salle d'arcade était parti. Le combattant de rue était rentré à la maison. Sonny et Brick, qui étaient en train de fermer, s'arrêtèrent net quand il entra. L'air autour de lui était si chargé de violence contenue qu'il semblait crépiter. Ses vêtements étaient trempés, ses jointures écorchées, mais c'était l'immobilité absolue de son visage qui était la plus terrifiante. « Luc, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Adèle ?» demanda Sonny, son attitude décontractée habituelle, s'évaporant face à la fureur froide qui émanait de son ami. « Ils l'ont prise, » dit Luc, sa voix totalement dénuée d'émotion. C'était une chose plate, morte. Il passa derrière le bar, ses mouvements d'un calme troublant, et déverrouilla un petit tiroir caché sous la caisse enregistreuse. À l'intérieur, niché parmi de vieux reçus, se trouvait un téléphone prépayé bon marché et ancien. Son oncle. Il alluma l'appareil, le petit écran projetant une lumière bleu pâle sur son visage sombre. Son pouce se déplaça rapidement sur le clavier. « J'ai besoin d'une faveur. » Il passa un seul appel. La personne à l'autre bout du fil répondit avant la fin de la première sonnerie. « C'est moi, » dit Luc, sa voix basse. Il y eut une pause, puis une voix grave et rauque à l'autre bout, teintée de surprise et d'autre chose, d'inquiétude. « Luc, ça fait longtemps. Ce numéro, tu sais ce que ça veut dire d'utiliser ce numéro. »« Je sais ce que ça veut dire, » dit Luc le coupant. Il n'y avait pas de temps pour les politesses. « J'ai besoin d'un nom et d'un lieu. Grégoire Fournier. Il vient de faire enlever sa nièce, Adèle Fournier. Il utilise des gros bras locaux. L'un d'eux pourrait être un directeur d'école nommé Lambert. J'ai besoin de savoir où il l'emmènerait. Un endroit discret. Un endroit pour persuader quelqu'un de signer un bout de papier. » La voix à l'autre bout du fil resta silencieuse un instant. « Fournier, c'est une autre ligue, Luc. Ce n'est pas le gang du West End. C'est du corporatif, du haut niveau. Je m'en fiche, » lâcha Luc, son contrôle s'effritant pour la première fois. « J'ai besoin de l'adresse. Je passerai les appels. » « Mais Luc, revenir de ça?
Ce ne sera pas facile. Trouve-la, c'est tout, dit Luc, et il raccrocha. Il se tourna vers ses amis stupéfaits. Ses yeux étaient comme des éclats d'obsidienne. Restez ici, verrouillés. Si quelqu'un demande, je suis rentré malade. Vous ne savez rien. Vous n'appelez pas les flics. Vous agissez normalement, compris? Brick, le visage un masque de loyauté sombre, fit juste un unique signe de tête solide. On te couvre, Luc. Toujours. Luc ne lui prêta aucune attention. Il bougeait déjà, montant l'escalier en colimaçon 2 marches à la fois. Il fit irruption dans l'appartement. Son appartement, leur appartement. Et l'odeur d'elle, une faible trace de son parfum et du thé qu'il lui avait fait, le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Le carnet de croquis était ouvert sur la table basse, un dessin à moitié fini de son propre visage le dévisageant. Une vague de quelque chose de si intensément douloureux qu'elle le mit presque à genoux, le submergea. Il la repoussa, l'enfouissant profondément sous la glace de sa rage. Dans sa chambre, il se dirigea vers le placard et donna un coup de pied dans un faux panneau au fond. Ce n'était pas de l'argent ou une arme qu'il y cachait, c'était un fantôme. Une veste en cuir noir, lourde et usée, et une paire de mitaines de combat lestées. Il retira sa chemise de flanelle, enfilant un t-shirt noir serré qui épousait sa silhouette. Il enfila la veste. Elle se posa sur ses épaules avec un poids familier, une seconde peau qu'il croyait avoir perdue pour toujours. Il enfila les mitaines, fléchissant les doigts, le cuir usé craquant. Quand il regarda son reflet dans la vitre sombre, l'homme qui le dévisageait était un étranger qu'il connaissait intimement. Les yeux étaient plats, la mâchoire serrée, et la cicatrice au-dessus de son œil semblait plus sombre, plus en colère. Il avait 10 ans de moins et 1000 ans de plus dangereux. Son téléphone prépayé vibra sur la commode. Un seul SMS, pas de nom. Juste une adresse, quai 7, entrepôt B, l'ancienne usine de traitement du poisson. Il n'hésita pas. Il n'y avait pas de peur, seulement un sentiment de détermination froid et clair. Chaque seconde qui passait était une seconde où elle était entre les mains de ce monstre. L'image de la terreur dans ses yeux, alors que la porte de la camionnette se refermait, était le seul carburant dont il avait besoin. Adèle se réveilla avec un mal de tête lancinant et le goût cuivré de la peur dans la bouche. Elle était dans un vaste espace froid. L'air empestait la rouille, le sel et le vieux poisson. Une seule ampoule nue, suspendue à un haut plafond à poutres apparentes, se balançait doucement, projetant de longues ombres dansantes sur les murs en tôle ondulée. Elle était attachée à une lourde chaise en métal, les poignets et les chevilles solidement liés. Un label au bois dormant se réveille. La voix était douce, cultivée et totalement glaçante. Son oncle, Grégoire Fournier, sortit de l'ombre. Il était vêtu d'un costume impeccablement taillé, un contraste saisissant avec la décadence environnante. Un sourire satisfait et possessif jouait sur ses lèvres. « Tu m'as causé beaucoup de problèmes, Adèle. Cette petite aventure vulgaire que tu t'es offerte. Mais tout se termine ce soir. Que veux-tu » demanda-t-elle, sa voix un croassement rauque. « Ce qui m'appartient de droit, » dit-il, en tournant autour de sa chaise comme un requin. « Tes parents, dans leur sentimentalité, t'ont laissé sur mon chemin. Une petite complication gênante, dans une très très grosse affaire. Tu vas signer ces papiers. » Il désigna une petite table où se trouvait un dossier relié en cuir. « Tu me céderas tes actions de contrôle dans le Trust Fournier, et alors peut-être te laisserai-je poursuivre ta petite vie artistique pittoresque dans l'obscurité. » L'arrogance de lui, le mépris froid de toute son existence, alluma une étincelle de fureur à travers sa peur. « Je ne signerai jamais rien pour toi, » cracha-t-elle. Son sourire se crispa, il claqua des doigts. L'homme costaud qui avait d'abord attrapé Luc s'avança en faisant craquer ses jointures. « J'espérais éviter les désagréments, » dit Grégoire avec un soupir. « Mais tu as toujours été une enfant têtue. Persuade-la. Juste... Fais attention à ses mains. Elle doit pouvoir tenir un stylo. » L'homme sourit, une expression cruelle et laide, et s'avança vers elle. Adèle ferma les yeux, son corps se tendant en prévision du coup inévitable. Il ne vint jamais. Au lieu de cela, il y eut un bruit à l'autre bout de l'entrepôt, un cri métallique et assourdissant alors que l'immense porte métallique roulante était arrachée de ses rails et s'écrasait sur le sol en béton. Encadrée dans l'embrasure de la porte,
une silhouette sombre contre la nuit pluvieuse, se tenait Luc. Il ne ressemblait pas à un propriétaire de salle d'arcade. Il ressemblait à la vengeance personnifiée. Pendant une fraction de seconde, tout le monde resta figé dans un silence stupéfait. Puis le sbire rit. « Eh bien, regardez ce qu'on a là. Le petit ami est venu à la rescousse. » Lui et l'autre homme, celui qui l'avait attrapé, se dirigèrent vers Luc, s'écartant pour le prendre en tenaille. Ce qui suivit ne fut pas un combat. Ce fut une démolition. Luc se déplaça avec une vitesse et une précision brutale qui étaient terrifiantes à voir. Il ne se battait pas, il démantelait. Alors que le premier homme lançait un coup de poing maladroit, Luc s'infiltra à l'intérieur de l'arc du cou, sa main gauche parant le bras tandis que sa droite délivrait un unique et dévastateur coup de paume au nez de l'homme. Il y eut un bruit humide et craquant, et l'homme tomba en hurlant. Le deuxième homme chargea et Luc pivota, sa jambe balayant dans un coup de pied bas et puissant qui heurta le côté du genou de l'homme. L'articulation céda avec un bruit de tissu déchiré, et il s'effondra en hurlant de douleur. Ce fut fini en moins de 5 secondes. Grégoire Fournier regarda, son beau visage pâle de choc, sa façade sophistiquée complètement brisée. « Qui diable êtes-vous » balbutia-t-il en reculant d'un pas. Luc marcha lentement vers lui, ses yeux sombres fixés sur l'homme terrifié, ses bottes crissant sur le béton granuleux. Il ne jeta même pas un coup d'œil aux 2 hommes qui se tordèrent sur le sol. « Je suis la dette que vous ne saviez pas que vous aviez », dit-il, sa voix un murmure bas et mortel. Il attrapa Grégoire par les revers de son costume cher, le soulevant sans effort du sol jusqu'à ce qu'ils soient face à face. Il le traîna jusqu'à la chaise d'Adèle et le jeta à genoux. « Détache-la », ordonna-t-il. De ses doigts tremblants et maladroits, Grégoire défit les cordes. Dès que ses mains furent libres, elle se dégagea de la chaise et courut aux côtés de Luc, sa main agrippant son bras couvert de cuir. Il la plaça immédiatement derrière lui, un geste protecteur et instinctif aussi naturel que de respirer. « Maintenant », dit Luc, sa voix baissant encore plus, toute son attention sur l'homme pathétique et tremblant à ses pieds. « Vous oublierez le trust Fournier, vous oublierez que vous avez une nièce, et si jamais j'entends que vous avez même pensé à son nom à nouveau, les hommes qui viendront pour vous ne seront pas aussi rapides que moi. » Il le relâcha, et Grégoire recula sur le sol comme un crabe. Luc se tourna vers Adèle. Au moment où ses yeux rencontrèrent les siens, le tueur disparut. La fureur glaciale de son regard s'estompa, remplacée par une vague écrasante et angoissante d'inquiétude. Il tendit doucement la main et toucha le côté de son visage, son pouce effaçant une larme qu'elle n'avait pas réalisé avoir versée. « Il t'a fait du mal ?» Elle secoua la tête, incapable de parler, ses yeux le buvant. Elle venait de le voir à son plus brutal, à son plus dangereux, et tout ce qu'elle ressentait était une attraction irrésistible et magnétique et un sentiment de sécurité absolue et profonde. « Rentrons à la maison », dit-il doucement. Il passa son bras autour d'elle, la guidant hors de l'entrepôt, dépassant les hommes gémissants et la coquille gémissante de son oncle. Alors qu'ils sortèrent dans la nuit propre et lavée par la pluie, laissant le cauchemar derrière eux, Adèle leva les yeux vers l'homme à côté d'elle, le combattant, le protecteur, le roi silencieux de son monde. Les cicatrices qu'elle avait dessinées n'étaient plus un mystère, c'était une carte de sa survie. Et elle réalisa avec une clarté soudaine et à couper le souffle qui lui coupa le souffle, que quelque part entre les lumières clignotantes de la salle d'arcade et l'obscurité brutale de cet entrepôt, elle était tombée complètement et irrévocablement amoureuse de lui. Le trajet de retour à la salle d'arcade fut un voyage à travers un paysage de rêve. Les lumières de la ville se tachaient et se brouillaient à travers le pare-brise strié de pluie, mais Adèle n'en voyait rien. Son univers entier était contenu dans l'intérieur silencieux et parfumé au cuir de la voiture. Elle ne pouvait s'empêcher de le regarder. Luc. La veste en cuir noir semblait fusionner à ses épaules, une partie de lui. Les mitaines de combat gisaient abandonnées sur le tableau de bord, témoignage silencieux de la violence qu'il avait déchaînée pour elle. Ses mains, maintenant nues, reposaient sur le volant, stables et sûres, les jointures balafrées, un contraste saisissant avec le souvenir de leur douceur sur son visage. Elle avait vu le monstre, et le monstre avait son visage. Il l'avait regardé avec les yeux d'un protecteur, d'un gardien, d'un amant. Il sentit son regard sur lui,
une chaleur tangible sur le côté de son visage, mais il garda les yeux sur la route. L'adrénaline du combat avait disparu, laissant derrière elle une lassitude creuse et douloureuse. Et autre chose, la peur. Non pas la peur d'un combat, mais la peur terrifiante et inhabituelle d'avoir quelque chose de précieux à perdre. Il avait ressuscité un fantôme ce soir, une partie de lui-même qu'il avait juré morte et enterrée. Il l'avait fait pour elle. Et il ne savait pas comment le remettre dans sa tombe. Il ne savait même pas s'il le voulait. Que faisait un homme comme lui? Un homme avec un passé écrit en cicatrices et un avenir qui devait être une pénitence silencieuse, avec une femme comme elle. Quand ils atteignirent enfin le sanctuaire silencieux de l'appartement, la tension tacite entre eux s'était transformée. Ce n'était plus une chose de peur ou d'incertitude. C'était une intimité profonde et vibrante, le silence de deux personnes qui étaient allées en enfer et en étaient revenues ensemble. Il insista pour vérifier si elle n'avait pas de blessure qu'elle aurait pu minimiser, son contact possédant maintenant une nouvelle qualité révérencieuse. Il nettoya doucement les marques de cordes rouges et furieuses sur ses poignets avec une lingette antiseptique, le front plissé dans un froncement de sourcils de concentration intense, comme s'il s'occupait de l'artefact le plus précieux et le plus fragile du monde. « Je suis désolé, Adèle, dit-il finalement, sa voix basse et rauque, les yeux toujours fixés sur ses poignets. Je suis désolé de l'avoir laissé faire. J'aurais dû mieux te protéger. Je t'ai mené droit dans ce piège. » La culpabilité était un poids physique sur ses épaules, plus lourd que n'importe quel adversaire qu'il ait jamais affronté. Adèle tendit sa main libre et couvrit doucement la sienne, immobilisant ses mouvements. Sa peau était chaude, les callosités de sa paume une texture rugueuse et réconfortante contre la sienne. « Tu n'as rien laissé arriver, Luc, dit-elle, sa voix ferme, inébranlable. Tu m'as sauvé. » Elle prit une inspiration, rassemblant tout le courage qui avait été forgé dans le feu de ces dernières semaines. « Tu m'as sauvé, chaque jour, depuis le moment où je suis entré dans ta salle d'arcade. » Il leva enfin les yeux, et la vulnérabilité brute de ses yeux sombres lui serra le cœur. Le combattant avait disparu, le gardien avait disparu. Il ne restait que l'homme, mis à nu. « Tu n'as pas peur de moi ?» demanda-t-il, la question si basse qu'elle fut presque perdue. « Après ce que tu as vu là-bas, j'ai vu un homme protéger la personne qui lui est chère, » répondit-elle, son regard stable, l'aveu suspendu, magnifique et indéniable, dans l'espace entre eux. « La seule chose dont j'ai peur, Luc, c'est de ce que serait ma vie si tu n'y étais pas. » L'air entre eux crépita, chargé de la reddition finale et absolue de toutes les barrières. Il se pencha lentement, lui donnant toutes les chances de reculer, et l'embrassa. Cette fois, il n'y avait pas de désespoir, pas de frustration, pas de revendication affamée. Le baiser était lent, profond et rempli d'une révérence qui la fit trembler. C'était un baiser qui parlait de retour à la maison, de trouver un port dans une tempête de toute une vie. C'était un baiser qui disait « Je te vois, toi tout entière, et je ne pars pas. » C'était, indéniablement, un baiser d'amour. Dans les jours qui suivirent, ils formèrent une unité, orbitant l'un autour de l'autre dans l'espace calme de l'appartement, le reste du monde s'estompant en un fond sourd. Mais l'ombre de son oncle persistait, un chapitre inachevé. « Ce n'est pas fini, » dit Luc un matin, alors qu'ils étaient assis à la petite table de la cuisine, le soleil matinal projetant de longues ombres sur le sol. Un homme comme Grégoire n'abandonne pas simplement parce qu'il a eu peur une fois. C'est un serpent. Il se retirera, se regroupera, et il reviendra avec plus de venin. La seule façon de s'en libérer vraiment est de couper la tête du serpent. « Mon héritage », murmura Adèle, le mot ayant un goût de cendre dans sa bouche. « Le trust Fournier. »« Exactement, » dit-il, son regard déterminé. « Il le veut parce qu'il pense que ça lui donne du pouvoir sur toi. Nous devons lui enlever ce pouvoir. Nous y retournons. Nous allons réclamer ce qui t'appartient de droit. » La pensée de retourner dans ce monde, à la source de toute sa peur, lui envoya une pointe de panique froide. Mais ensuite, elle regarda Luc, la force calme et inébranlable dans ses yeux, et la peur fut éclipsée par un courage qu'elle ne se connaissait pas. Un courage qu'il lui avait donné. « Ensemble ?»« Toujours, » répondit-il, et le simple mot fut la promesse la plus profonde qu'elle ait jamais reçue. Le voyage de retour au cœur opulent de la ville fut l'inverse de sa fuite désespérée. Elle n'était pas seule.
avec Luc à ses côtés dans sa voiture noire discrète, les gratte-ciels de verre imposants qui semblaient autrefois si oppressants n'étaient que des bâtiments. Il passa un autre appel sur son téléphone prépayé, sa conversation courte et énigmatique. « Marchand, c'est Martel. J'encaisse cette dette. J'ai besoin que tu me rejoignes au domaine Fournier et apporte les papiers dont on a parlé. » Ils se rendirent directement au manoir. C'était exactement comme dans ses souvenirs, un chef-d'œuvre moderniste froid de verre et de pierre, mais maintenant, cela ressemblait à un musée d'une vie qui n'était plus la sienne. Et comme Luc l'avait prédit, Grégoire était là, ainsi qu'une équipe d'avocats à l'allure coûteuse. Le visage de son oncle, encore légèrement contusionné, se tordit en un masque de fureur et d'incrédulité quand il les vit entrer. « Que signifie ceci ?» gronda-t-il en essayant de retrouver son air d'autorité. « Sortez de ma maison. »« C'est drôle, » dit Luc calmement, se positionnant légèrement devant Adèle. « Il ne semble pas que votre nom soit sur l'acte de propriété. Les papiers ont été déposés. Elle a tout signé. » s'emporta Grégoire en désignant une pile de documents sur une table en verre. « Les documents signés sous une contrainte extrême ne valent pas l'encre avec laquelle ils sont imprimés, Fournier, » dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. Un homme plus âgé, en costume bien usé mais élégant, entra dans la pièce. Il avait les yeux fatigués et intelligents d'un flic de carrière. Il fit un signe de tête à Luc. « Martel, ça fait longtemps. » Il tourna ensuite son regard d'acier sur Grégoire. « Inspecteur Marchand, division des crimes financiers, et il semble que nous ayons beaucoup de choses à discuter concernant votre acquisition frauduleuse du Trust Fournier, entre autres. » Le visage de Grégoire devint blanc. Le château de cartes complexe qu'il avait construit sur une fondation de cupidité et d'intimidation s'effondrait autour de lui. Alors que d'autres officiers entraient dans la pièce, l'inspecteur Marchand s'approcha d'Adèle. « Nous avons trouvé les documents originaux et non modifiés du trust dans le coffre-fort privé de votre père, » dit-il doucement. « Il vous a tout laissé, et seulement à vous, avec des clauses spécifiquement conçues pour vous protéger de ce scénario exact. Votre oncle n'a aucune revendication légale sur quoi que ce soit. » Adèle regarda de l'inspecteur à Luc, ses yeux se remplissant de larmes d'un soulagement profond et écrasant. Il avait fait ça. Il avait fait appel à des dettes d'un passé qu'il détestait, convoqué des fantômes qu'il voulait oublier, tout pour assurer son avenir. Avec Grégoire et son équipe juridique escortée pour un interrogatoire, la vaste maison stérile tomba dans le silence pour la première fois depuis des années. Un silence paisible. « Je n'aurais jamais cru pouvoir me tenir à nouveau dans cette pièce et me sentir libre, » dit Adèle, ses doigts traçant le cadre en argent d'une photographie de ses parents souriants. « C'est ta maison maintenant, Adèle. Pour de vrai, » dit Luc. Il se tenait juste derrière elle. Il plongea la main dans la poche de sa veste en cuir et en sortit une petite boîte en bois, simple et sans fioriture. « Je sais que c'est rapide, » commença-t-il. Sa voix un faible grondement rauque, la vulnérabilité familière de retour dans ses yeux. « Et je ne suis pas un PDG ou un mondain. Je suis juste un type qui possède une salle d'arcade et qui a un passé plus compliqué qu'il ne le devrait. Mais je t'aime. Et je me suis promis que si je pouvais te ramener à la maison, vraiment à la maison, je ferais les choses bien. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, niché sur un lit de velours noir, il n'y avait pas de diamant. C'était une bague en argent simple et élégante, sertie d'une seule pierre de lune lisse et ronde. Elle semblait briller d'une douce lumière laiteuse interne, rappelant la pâle lumière de sécurité qui les avait éclairés dans la salle d'arcade cette première nuit. Il s'agenouilla, le mouvement un peu maladroit, complètement inhabituel et totalement sincère. « Épouse-moi, Adèle Fournier. Non pas parce que tu as besoin d'un protecteur, mais parce que j'ai besoin de ma partenaire. Construisons une vie ici, ou dans notre petit appartement au-dessus du bruit. Peu importe, tant que c'est avec toi. » Les larmes qu'elle avait retenues tombèrent enfin, chaudes et purifiantes, traçant des chemins de pur bonheur sur ses joues. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Oui, bien sûr, oui. » Il glissa la bague en pierre de lune à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Il se leva et encadra son visage de ses mains, ses jointures balafrées une cage douce autour de sa mâchoire, et il l'embrassa. Et dans ce baiser, entouré des fantômes de son passé et de la promesse de leur avenir, ils scellèrent non pas une fuite, mais un commencement. Un amour qui était né dans une tempête, forgé dans le danger,
et qui avait finalement, contre toute attente, retrouvé son chemin vers la maison. Laissez un j'aime si vous avez adoré cette fin et abonnez-vous, car la prochaine histoire d'amour que nous allons raconter est une que vous ne voudrez pas manquer.